Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 5e partie, la campagne pour l'achat des produits indiens. Cette partie aborde la campagne pour l'achat des produits indiens. Mieux connue sous le nom de Swadesi, cette campagne d'achat local vise surtout les textiles anglais produits à base du coton indien. Gandhi popularisera cette lutte avec son rouet traditionnel, qui l'accompagne dans ses déplacements. Au-delà du boycottage des textiles anglais, Gandhi étend cette lutte à l'alcool, vice associé aux Occidentaux, en plus de proposer une réappropriation des ressources naturelles, sel, sucre, etc., par les agriculteurs dépossédés. Le Swadesi est à la portée de tous et toutes, c'est une arme du pauvre, prédisposée à boycotter les produits importés, source de la dépossession coloniale. Les articles de Premchand sur le Swadesi nous enseignent tout d'abord comment la démocratisation de la lutte politique se fait par des campagnes de boycottage économique à la portée de tous. Elles nous indiquent que les Indiens peuvent en tout temps, même aujourd'hui, se mobiliser pour effectuer des boycottages efficaces. Aussi, elles peuvent nous faire comprendre l'Inde politique actuelle qui souvent est bousculée par de grandes campagnes collectives de grève de la faim ou de boycottage. Boycotter un produit étranger est une technique de volonté politique variable d'un pays à l'autre. On retrouve souvent ces boycottages dans les colonies qui ont lutté pour plus d'autonomie. Peu importe le pays, les symboles de cette action politique deviennent souvent des icônes de la mythologie nationaliste. Ainsi aux États-Unis, la résurrection du Tea Party fait référence aux insurgés de Boston, 1773, qui jettent à la mer du thé anglais fortement taxé. Le nationalisme québécois utilise la pipe et la ceinture fléchée du patriote canadien-français pour promouvoir la consommation du tabac canadien. Pour l'Inde, l'image de Gandhi à côté de son rouet est évocatrice non seulement parce qu'elle propose une autonomie dans le domaine du textile, mais aussi parce qu'elle est une arme à la portée de tous. Aucune technologie requise. Avec très peu de capital, le rouet devient un acte de non-coopération économique en plus d'encourager le marché de tissu local. Ce boycottage favorisera l'essor de l'utilisation des tissus autochtones, tout en permettant à tous les Indiens de s'engager dans la lutte contre la puissance coloniale britannique. Cette lutte du Swadesi est particulièrement adaptée pour l'Inde. Gandhi est héritier d'une longue tradition religieuse qui vénère les gourous et les ascètes. Son régime alimentaire strict, sa mère étant jaïne, fournit aux Indiens un champ d'application dans les gestes quotidiens pour l'action politique et environnementale. S'habiller et manger comme Gandhi ne détruira pas la planète. De nombreux pauvres peuvent se permettre cette simplicité involontaire. Le boycottage des produits anglais est une action politique à la portée de tous et toutes. Premchand est heureux de constater que le mouvement Swadesi est en train de prendre beaucoup de force. Mais ce qui nous réjouit le plus, c'est qu'on commence à entendre dans notre province endormie des voix faibles s'élever pour appuyer ce mouvement. Bien qu'il ait été popularisé par Gandhi, le mouvement Swadesi a véritablement pris naissance à l'annonce de la partition du Bengale en 1905. Craignant être débordé par les tensions indo-musulmanes, l'administration britannique avait décidé de scinder l'immense territoire sur des bases religieuses. La réaction des nationalistes indiens fut immédiate. Tilak Gorail, Aurobindo Ghosh, Lala Lajpare et Bipin Chandrapal ont mis leurs plumes et leurs journaux au service du Swadesi, proposant des journées feux de joie de produits étrangers comme le sucre et le sel. Le succès de cette campagne Swadesi au Bengale deviendra un symbole de la lutte coloniale que Gandhi a récupéré avec son rouet. Aussi, la marche du sel de Gandhi en 1930 n'était pas seulement un mouvement économique contre les taxes imposées par le gouvernement colonial. Elle privait aussi celui-ci des revenus de douane sur les produits importés. SG. Comment augmenter la diffusion des produits du pays? Ces temps-ci, lorsqu'on se demande pourquoi l'industrie indienne ne progresse pas, on répond généralement que c'est parce que le peuple n'a pas suffisamment d'amour pour son pays et de sympathie pour sa communauté. Il est incapable de mettre de côté ses avantages personnels pour faire plus de place aux produits du pays qu'à ceux des autres pays, même s'ils sont de moins bonne qualité. Il n'y a pas de doute que cet argument est juste et a un fondement dans la réalité. Mais nous ne pouvons certainement pas dire que c'est la seule raison du manque de vigueur du commerce des produits indiens.
Cette situation a d'autres causes que nous présenterons ici. Le premier obstacle que le commerce rencontre sur sa route est que nos concitoyens ne connaissent pas du tout les industries de l'Inde. Bien sûr, ceux qui ont l'habitude de lire les journaux connaissent quelques manufactures, mais en général nous ne savons pas quels produits sont fabriqués en Inde ni où ils sont fabriqués. Le seul moyen de faire disparaître cette ignorance est de mieux profiter de la publicité et de publier des annonces dans les différentes langues du pays que les citoyens peuvent facilement comprendre. Il faut augmenter le nombre d'affiches publicitaires le long des voies publiques. Il faut établir une liste de gens respectés dans toutes les villes et leur faire parvenir régulièrement de la publicité pour les produits fabriqués au pays. Le nom et la localisation des manufactures devront être bien indiqués dans ces publicités. Les manufactures qui ont utilisé cette stratégie ont eu beaucoup de succès. Il y a eu beaucoup de publicité pour les médicaments fabriqués ici, et cette publicité a été placée bien en vue sur le bord des routes. C'est pour cette raison que les ventes de ces médicaments sont aussi bonnes que celles des médicaments fabriqués à l'étranger. Plusieurs dispensaires de médicaments ayurvédiques font d'excellentes affaires. La production d'un nouveau type de vêtements de soie vient tout juste de commencer à Bénarès, et la soie de Bénarès est déjà célèbre. Tous les hommes soucieux de leur apparence en ont dans leurs valises. La raison de ce succès rapide et de cette célébrité est qu'on a envoyé un peu partout beaucoup d'échantillons de ces vêtements de soie. Quelques commis voyageurs bien préparés ont apporté plusieurs de ces échantillons dans des villes lointaines et ils ont réussi à convaincre les gens de leur qualité et de leur valeur. Un jour, nous avons demandé à un marchand de vêtements pourquoi il n'achetait pas de vêtements produits à Kannur, et il nous a répondu que c'était parce qu'il faisait très peu de profit sur ces vêtements. Nous ne voulons pas discuter ici des liens entre le profit et le capitalisme. Comme ce serait bien s'il y avait dans chaque ville des gens enthousiastes et bien éduqués, qui se serraient la ceinture pour créer un petit capital afin d'acheter des produits du pays et de les vendre au prix coûtant. Il ne serait pas nécessaire d'ouvrir un vrai magasin et de payer pour la location d'un local et pour le salaire des employés. Un administrateur honoraire bienveillant pourrait consacrer à ce travail 1 heure ou 2, le matin et le soir. Lorsque le peuple commencera à le féliciter pour ses efforts, et lorsque la demande de vêtements fabriqués au pays augmentera, le capital investi augmentera lui aussi et permettra de payer la location du local et le salaire des employés du magasin. Ceux qui utiliseront leur propre capital pour ouvrir des magasins de vêtements produits au pays, en vue de faire des profits, devront accueillir les clients avec beaucoup de respect et d'attention. Selon la coutume du pays, ils devront leur servir du pan, de la cardamome et un peu de tabac. Ceux qui suivent la mode anglaise leur offriront une cigarette ou une tasse de thé. Il est certain que cette petite dépense leur permettra d'augmenter le nombre de clients, car les gens développeront un attachement particulier pour ce magasin. Le propriétaire devra avoir une bonne éducation pour pouvoir converser d'une manière civilisée avec les acheteurs. Ces commerçants ne devront pas se montrer indifférents et rudes envers les clients, comme le font généralement les marchands. Si on s'arrangeait pour toujours avoir 1 ou 2 journaux anglais ou ourdou dans les magasins, cela attirerait beaucoup de clients. Les gens bien éduqués qui viendront dans ce magasin seront incités à discuter de l'importance d'accroître le commerce des produits du pays. Ces discussions feront grandir leur enthousiasme et leur volonté de contribuer au développement de ce commerce. Parfois, les produits du pays sont accueillis avec tant d'enthousiasme et de chaleur que l'on peut espérer que l'Inde soit à l'aube d'un réveil commercial. Il est très intéressant de voir que les membres de l'Arya Samaj de Lahore s'habillent de la tête aux pieds avec des vêtements indiens. C'est un spectacle qu'on n'oubliera jamais. Nous ne cessons pas de féliciter nos frères qui font partie de ce mouvement pour leur amour du pays et leur enthousiasme. Nous avons bon espoir qu'ils mériteront respect et remerciements pour leur contribution au développement de notre commerce et à celui de notre nation et de notre culture. Nous sommes heureux de voir qu'à Bombay, Calcutta et dans plusieurs autres villes, le mouvement Swadesi est en train de prendre beaucoup de force. Mais ce qui nous réjouit le plus, c'est qu'on commence à entendre dans notre province endormie des voix faibles s'élever pour appuyer ce mouvement. Nous avons bon espoir que la tenue à Bénarès de la prochaine assemblée annuelle du Congrès sera très bonne pour le commerce à Bénarès
Lucknow et Kanpur. Toutefois, le patronage et la sympathie des gens bien éduqués ne réussiront pas à assurer le développement souhaité du commerce tant que la majorité des citoyens, qui ne sont pas encore éveillés à la question nationale, n'apporteront pas leur contribution à cette bonne œuvre. Les gens instruits ne sont pas nombreux et étant donné la nature de leurs goûts et de leurs désirs, il faudra beaucoup de temps avant que le commerce puisse y répondre. La plus grande partie de notre population vit dans les campagnes, et l'on peut affirmer sans exagérer que 99% des paysans ne savent ni lire ni écrire et ont très rarement l'occasion de venir en ville. C'est pourquoi on ne fera pas tellement progresser le commerce si l'on ouvre des boutiques Swadesi en ville, même si on le fait en s'appuyant sur de bons principes. Il faut donc que nos commerçants apprennent à commercer, comme le font les Anglais depuis très longtemps. Tous nos lecteurs savent que les agriculteurs qui vivent dans les campagnes n'hésitent pas à s'endetter pour satisfaire la plupart de leurs besoins. Si vous proposez à un paysan de lui vendre à crédit un objet de 50 roupies, il l'achètera aussitôt, sans se demander s'il a la capacité de le payer, et il réussira avec beaucoup de difficulté à trouver l'argent pour vous rembourser. Les Anglais ont très vite compris ce trait de la mentalité des paysans. Ils arrivent ici en groupe, achètent à bas prix des produits étrangers sans valeur et les vendent aux paysans, après avoir trouvé un homme fiable du village qui se porte garant des acheteurs. Les agriculteurs ne sont pas assez prévoyants pour bien évaluer leur capacité de payer, et se précipitent en masse pour acheter des vêtements. Si vous allez dans les villages ces temps-ci, vous verrez que les gens ne portent pas des vêtements de tissu épais et rudes, mais des sous-vêtements fabriqués en Italie ou des châles produits en Amérique. Les marchandises que les commerçants ne réussissent pas à vendre au marché se vendent comme des petits pains chauds dans les villages pour la bonne raison que les paysans ne sont pas obligés de les payer au moment de l'achat. Ces colporteurs anglais ont ruiné beaucoup de tisserands, et la ruine des tisserands a entraîné l'augmentation de la demande pour les vêtements fabriqués en Orient. Les agriculteurs qui cultivent le coton doivent maintenant supplier l'Angleterre d'acheter leur production. Les commerçants anglais acceptent de mettre beaucoup d'efforts pour réussir en affaires. Ils doivent parcourir de très longues distances pour rejoindre leurs clients, et trouver dans les villages des gens influents qui acceptent de les aider. Nos commerçants indiens sont incapables d'en faire autant, mais ils n'ont qu'à envoyer des agents fiables dans les villages et à leur permettre de vendre leurs produits à crédit en ne faisant qu'un petit profit. En général, les villageois sont honnêtes et finissent par payer ce qu'ils ont acheté. Même s'ils ne le sont pas, ils sont si peureux que quelques menaces suffisent à les ramener dans le droit chemin. Nous avons pu constater que les commerçants anglais n'ont jamais eu de problème à se faire payer. Au moment convenu, le pauvre paysan verse avec les intérêts le prix de ce qu'il a acheté. Si les Anglais n'ont pas de problème de recouvrement, il n'y a pas de raison pour que nos agents indiens en aient. Au moment de la récolte, ils pourront se faire payer pour ce qu'ils auront vendu pendant l'hiver et au moment du pressage de la canne à sucre, pour ce qu'ils auront vendu durant l'été. Il n'y aura pas de dispute ni de complications. Cette façon de faire du commerce serait beaucoup plus profitable pour le commerçant et plus utile pour le pays que celle qu'on appelle hundi, généralement pratiquée à Bénarès, Mirzapur, Allahabad et dans d'autres villes. Elle consiste à garder dans les villages quelques employés du prêteur. Leur travail est de prêter de l'argent aux villageois et de collecter un intérêt 1,25% par mois après une période déterminée. Lorsque le commerce se fait de cette manière, il peut être profitable pour le commerçant, mais il est très nuisible pour le pays et la communauté, car les pauvres agriculteurs essuient des pertes de deux côtés. Ils doivent verser un intérêt de 1,5% aux commerçants moghols et de 1,25% aux prêteurs du village. Tout leur maigre revenu ne sert qu'à payer les prêteurs. Le mouvement Swadesi. Tous les journaux importants et toutes les revues du pays ont démontré leur ferveur nationale en donnant leur appui au mouvement Swadesi. Même ceux qui avaient quelques hésitations sont en train de se rallier. Mais il arrive souvent que des gens bien intentionnés se demandent s'ils auront la force de faire face aux difficultés que ce mouvement rencontrera certainement sur sa route. Par exemple, pour satisfaire ses besoins en vêtements, l'Inde doit acheter 4 fois plus de vêtements fabriqués en Angleterre qu'elle en produit elle-même. Comment sera-t-il possible d'arrêter complètement
l'importation de vêtements étrangers? Il faudra des années de travail acharné et d'efforts incessants pour y arriver. On estime à 400 millions de roupies l'investissement qui devra être fait dans les manufactures de vêtements. Cette estimation est peut-être exagérée, et un autre journaliste estime à 300 millions le montant de cet investissement. Qui peut affirmer que notre pays est prêt à investir autant d'argent? Et même si on pouvait trouver ce capital, il reste beaucoup de questions. Le Japon achète les 2 tiers du coton produit ici, et l'Inde utilise l'autre tiers. L'Angleterre achète très peu de notre coton. Même si nous gardions en Inde tout le coton que nous produisons, cela permettrait tout au plus de satisfaire la moitié de nos besoins en vêtements. Cela veut dire que nous continuerions de dépendre de l'Angleterre pour 1,05 million verges de tissu. Et on ne peut pas rêver qu'en augmentant leur production de coton, les agriculteurs pourront rendre ce problème moins difficile en 3 ou 4 ans. De plus, nous sommes incapables de confectionner des vêtements fins avec le coton indien. La plupart des gens bien éduqués aiment porter des vêtements fins, et il sera difficile d'opérer une révolution soudaine de leur façon de se vêtir. Ce sont là quelques réalités qui feront obstacle pendant un certain temps à nos bonnes résolutions. Mais la situation a un côté moins sombre. Dans l'ouest de l'Inde, on porte surtout des vêtements produits au pays. C'est seulement au Bengale et dans notre province qu'on achète surtout des vêtements fabriqués à l'étranger. Nous sommes de grands amateurs de vêtements fins. Les hommes et les femmes du Bengale qui ont reçu une bonne éducation sont fous de ces vêtements, mais les habitants de cette province sont prêts à tous les sacrifices pour leur pays. Pourquoi n'accepteraient-ils pas de remplacer les vêtements en tissu fin par des vêtements en tissu épais et rugueux? Il est bien connu que les petites gens de la ville imitent la façon de vivre et de se vêtir des gens importants. Lorsque ces derniers changeront leur style de vie, il n'est pas possible que les autres ne fassent pas comme eux. Depuis quelque temps, l'utilisation de la mousseline fine et du velours ne cesse de diminuer. Seuls quelques vieux attachés aux vieilles traditions et les gens qui ne se préoccupent pas du marché continuent à en acheter. Bien sûr, les femmes bien élevées en raffolent encore, mais on peut espérer qu'elles finiront par imiter les hommes, surtout si leur mari les incite à le faire. L'achat de vêtements fins pourra ainsi diminuer, et si l'on achète plus de vêtements rugueux, on pourra se contenter d'en acheter un seul au lieu de 2 pour passer l'année. À partir de notre expérience, nous pouvons affirmer que dans notre province, les villageois utilisent surtout des vêtements de tissu rugueux et des châles doublés fabriqués par des tisserands pour l'hiver. Toutefois, il n'y a pas de doute que depuis quelque temps, des colporteurs venus de Kaboul et de Mongolie ont commencé à répandre le goût des produits étrangers. Il est donc important que les gens bien éduqués, surtout ceux qui vivent dans les campagnes, n'hésitent pas à en discuter avec leurs voisins, à les ramener dans le droit chemin et, si nécessaire, à leur demander d'augmenter leur production de coton. Le sucre est un autre produit pour lequel nous devons envoyer chaque année 50 millions de roupies à l'étranger. C'est très regrettable. C'est notre faute si nos fabriques de sucre sont en ruine. Les pauvres villageois n'ont pas d'argent pour acheter du sucre produit à l'étranger, et plusieurs d'entre eux ont cessé d'acheter des friandises au marché. Pourtant, il serait très facile d'augmenter la production de sucre. Si la demande augmentait, les paysans cultiveraient davantage de canne à sucre. Ils n'attendent que cela, car cela leur permettrait de payer le loyer de leurs terres. Il serait beaucoup plus facile de mettre fin à l'importation du sucre qu'à celle des vêtements. Nous nous moquions de ceux qui faisaient la moue en nous voyant manger du sucre anglais, et nous les trouvions peu civilisés. Nous constatons maintenant qu'ils avaient raison et que nous avions tort. Ce sont les gens civilisés qui ont introduit la mode des produits étrangers, et si le mouvement Svadeshi est un succès, ce sera à cause d'eux. Pillage au nom du Svadeshi. Nous éprouvons des sentiments partagés en voyant la publicité dont les produits Svadeshi sont l'objet. Cela nous réjouit, mais en même temps nous trouvons regrettable que les commerçants retirent un profit indu des contraintes que s'imposent les consommateurs. Si vous achetez un produit Svadeshi, ou bien vous le payez plus cher qu'un produit étranger, ou bien il est de qualité inférieure. Nous ne voulons rien dire des nouvelles entreprises, mais pourquoi les marchandises qu'on produit ici depuis 20 ans seraient-elles plus chères ou plus coûteuses que les marchandises étrangères?
Si l'on espère que les consommateurs s'imposeront des contraintes, pourquoi les millionnaires qui possèdent des entreprises ne seraient-ils pas incités à en faire autant? Demander aux consommateurs de payer une roupie et quart plutôt qu'une roupie, en laissant les riches propriétaires d'usines se remplir les poches, serait lui faire une violence intolérable. En ces temps de chômage, les travailleurs doivent compter chaque pésa. Les salaires et le prix des matières premières baissent, mais les vêtements coûtent toujours aussi cher. Si le consommateur doit payer une roupie et quart au lieu d'une roupie pour un vêtement, il doit couper dans d'autres dépenses essentielles. Et la seule autre dépense essentielle est celle de la nourriture. Le consommateur doit donc se priver de manger pour acheter des vêtements Svadeși très coûteux, pendant que les directeurs d'usines continuent à vivre dans le luxe et n'acceptent aucune diminution dans leur niveau de vie. Ils voudraient empêcher les produits étrangers d'entrer en Inde pour pouvoir vendre leurs propres produits encore plus chers. Cette politique ne pourra pas durer longtemps, car le peuple ne pourra pas être trompé éternellement. Si la cupidité des propriétaires d'usines continue à grandir, l'opinion publique se retournera contre eux et la situation deviendra incontrôlable. Acheter des marchandises Svadeși, c'est faire un vœu pour le pays et ce vœu doit être respecté à la fois par les consommateurs et les producteurs. Les propriétaires d'usines ont la responsabilité de vendre leurs marchandises au plus bas prix possible, et les consommateurs celle de les acheter. L'exposition Svadeși à Prayag. Mercredi dernier, une exposition Svadeși s'est ouverte à Allahabad. L'année dernière, cette exposition avait lieu à l'Anand Bhavan, mais cette année, cet édifice a été saisi par les policiers. C'est pourquoi l'exposition a lieu sur le terrain du bungalow de M. Assotar. On y trouve près de 200 kiosques d'exposants venus de très loin, de Murshidabad, de Jaisor, du Pendjab, etc. Il faut féliciter les organisateurs pour la propreté et l'éclairage du terrain d'exposition. Nous félicitons l'honorable Mohanlal Nehru et ses collaborateurs pour cette exposition. On peut y trouver à peu près tout ce dont une famille a généralement besoin pour la maison. Si nous faisions le vœu d'acheter des produits Svadeși, nous n'aurions presque plus besoin de nous tourner vers l'extérieur du pays pour nous procurer ce qu'il nous faut. Une section spéciale est réservée aux vêtements tissés à la main. Nous avons été très heureux de voir qu'on pouvait trouver toutes sortes d'engrais dans un des kiosques. Cela répond à un besoin important des agriculteurs. À part cela, il n'y a que des produits qui s'adressent à la classe instruite. Personne n'a envoyé d'autres produits destinés à l'agriculture, sans doute à cause de problèmes d'organisation. Mercredi, tous les habitants d'Allahabad se sont rendus à cette exposition. La vue de cet intérêt pour les produits Svadeși nous comble de bonheur et de fierté. Mais pendant que le peuple démontre son désir de promouvoir la diffusion et l'utilisation de ces produits, les commerçants ne semblent pas très empressés à produire des marchandises de bonne qualité et à les vendre à bas prix. Sauf pour quelques-uns de ces produits, le peuple doit s'imposer des contraintes pour pouvoir les acheter. Mais un commerce qui s'appuie sur ce genre de contraintes ne pourra pas durer bien longtemps. Pour atteindre la stabilité, il devra respecter les règles du commerce. La position de Malavillagi sur le Svadeși. Lors de l'inauguration du musée commercial Svadeși à Calcutta, le 21 août dernier, Pandit Madan Mohan Malaviya a prononcé un discours important sur le Svadeși. En voici quelques extraits. Tous les grands chefs indiens comme Tilak, C.R. Das, Mahatma Gandhi, ont beaucoup insisté sur la nécessité d'acheter des produits Svadeși. Ce mouvement a pris la forme particulière qu'il a aujourd'hui, et s'est renforcé pour la première fois lors du mouvement Bang Bang. 25 ans plus tard, nous lui accordons la plus haute importance. Il n'y a pas de doute que c'est maintenant devenu un mouvement très fort, mais nous constatons avec honte qu'il reste encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Les vêtements sont très importants pour rester en vie. Jusqu'à maintenant, ce besoin fondamental n'a pas encore pu être comblé par les manufactures et les moulins à tisser indiens. Il est très étonnant que l'on doive vendre plus cher les vêtements produits dans les manufactures de ce pays que ceux produits dans les pays étrangers avec du coton acheté ici et envoyé là-bas. Actuellement, c'est le Japon qui occupe la plus grande part du marché des vêtements dans les boutiques indiennes et il l'emporte même sur le Lancashire. Pourtant, ce sont des pays étrangers pour nous et nous ne devrions pas utiliser leurs produits.
La seule question que nous devons nous poser est la suivante. Comment satisfaire nos besoins avec des produits fabriqués en Inde? Jusqu'à maintenant, l'Angleterre était fière de pratiquer une politique de marchés ouverts et elle favorisait le commerce. Mais maintenant, elle s'est éloignée de sa politique de marchés ouverts et un mouvement d'achat de produits anglais a pris beaucoup de vigueur dans toute la Grande-Bretagne. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a lancé à Ottawa un mouvement Swadesi à travers tout l'Empire britannique. Jusqu'à maintenant, l'Angleterre occupe le premier rang dans le monde du commerce. Lorsque ce pays trouve important de lancer un tel mouvement, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi il est encore plus important de renforcer la publicité pour le mouvement Swadesi en Inde. Les abus de l'industrie indienne du sucre. C'est le devoir de tout Indien d'encourager le mouvement Swadesi, mais les propriétaires de fabriques de sucre oublient souvent qu'ils ont eux aussi des responsabilités envers le peuple. Si vous payez le même prix pour un produit Swadesi et un produit étranger, le premier sera de qualité inférieure. C'est ce qui arrive avec le sucre. Depuis qu'on a banni le sucre étranger, cette industrie a fait beaucoup de progrès, mais les propriétaires de fabriques tentent de servir leurs propres intérêts en vendant du sucre de qualité inférieure. Récemment, un expert a critiqué l'industrie indienne du sucre en disant qu'il y avait plus d'impuretés dans le sucre produit en Inde que dans celui produit à l'étranger. Nous espérons que les fabricants de sucre tiendront compte de cette critique. En imposant une taxe sur le sucre étranger, le gouvernement protège cette industrie. Si les fabricants de sucre font un mauvais usage de cette protection, ils perdront la collaboration et la sympathie du peuple et cette industrie montante risque de subir des pertes à cause de leur cupidité. Pour le moment, l'exploitation de la canne à sucre est encore profitable pour les agriculteurs indiens, mais si les fabricants de sucre continuent à se remplir les poches en vendant un produit sale, le peuple se mettra à manger du sucre étranger et les pauvres agriculteurs seront pénalisés inutilement. Les médecins peuvent bien faire des recherches sur les effets du sucre malpropre sur la santé, mais tout le monde sait qu'il n'est pas bon de manger des impuretés. Les vrais et les faux produits Swadesi. Dans une lettre publiée il y a quelques jours dans la revue Agi, le professeur Ramdagor écrivait que les plumes fontaines que nous disons Swadesi sont complètement étrangères. Aucune de leurs pièces n'est fabriquée en Inde. On fait venir toutes les pièces de l'étranger et on les assemble ici. Mais on n'hésite pas à tromper le peuple en vendant ces plumes sous l'étiquette Swadesi. Et c'est le cas pour beaucoup d'autres produits. Des parfums, des vêtements en laine et en soie, des miroirs, des friandises et différentes sortes de papiers sont vendus sous l'étiquette Swadesi, mais à part l'étiquette, elles n'ont rien d'indien. Ces commerçants malhonnêtes peuvent bien profiter du vent Swadesi qui balaye le pays pour s'enrichir, mais ils seront démasqués un jour et ils devront payer pour leur malhonnêteté. Nous invitons les organisateurs de foires Swadesi à n'accorder un espace sur le terrain d'exposition qu'aux commerçants ayant fait l'objet d'une sévère inspection. En acceptant des pots de vin de commerçants malhonnêtes, ils ne feront pas augmenter la vente des produits Swadesi, car en agissant ainsi ils empêcheront les vrais produits Swadesi d'accéder au marché. L'effervescence dans l'industrie du sucre. Ces temps-ci, l'industrie du sucre est en effervescence. On ouvre chaque jour de nouvelles fabriques dans les districts où l'on cultive la canne à sucre. Le bruit court que l'industrie indienne fait de bons profits à cause des exportations à Java. Le profit de certaines fabriques serait de 3,5 roupies pour 40 kg de sucre. On peut comprendre que les commerçants aient l'eau à la bouche en voyant un tel rendement. Mais si ces fabriques sont profitables aux commerçants, elles sont tout à fait nuisibles aux agriculteurs. Ils sont incapables de faire concurrence aux fabriques de sucre et leur goût ne peut pas rivaliser avec le sucre auprès des consommateurs. Ils n'ont donc d'autre choix que de maudire leur sort et d'apporter leur canne à sucre à la fabrique, et d'accepter la somme dérisoire qu'on leur offre. De la fin de novembre à la fin de mars, c'est la saison de l'extraction du jus de la canne à sucre. Pendant ces 4 mois, les paysans peuvent en boire tant qu'ils veulent et se faire une provision de gourds et de sucre non raffiné pour l'année entière. Leurs animaux mangent les feuilles et les restes de la canne à sucre et les pauvres du village peuvent eux aussi boire un peu de jus de canne à sucre. Les paysans sont oisifs pendant cette période, et c'est grâce à ces produits de la canne à sucre et à un peu de grain qu'ils peuvent la traverser.
Ils gardent toute l'année du sucre non raffiné, de la mélasse et du gourd pour leur collation et pour accueillir les visiteurs. Ils ne pourraient pas survivre sans gourd. Mais la fabrique de sucre est comme un démon qui suce leur sang, tout comme les manufactures du Lancashire sucent celui des tisserands. Les fabricants de sucre ne sont pas nombreux et s'ils le veulent, ils peuvent s'entendre pour garder bas le prix de la canne à sucre. Et ils ne se privent pas de le faire. Mais les agriculteurs n'ont pas cette possibilité. Il est impossible de former une organisation de plusieurs dizaines de millions d'agriculteurs. Ils n'ont donc pas d'autre choix que de s'en remettre à la pitié des fabricants de sucre. Ils doivent charger leur canne à sucre dans leur charrette ou dans une charrette louée, et passer plusieurs jours au froid sous un arbre, dans la cour de la fabrique. Ils doivent verser un pot de vin avant de pouvoir la faire peser par des agents. Mais on ouvre tous les jours de nouvelles fabriques et le pays progresse. Alors que la canne à sucre appartenait à des dizaines de millions de paysans, elle se retrouve maintenant dans les mains de quelques commerçants. Mais personne n'a de remède pour corriger cette situation. Si ce ne sont pas les Indiens qui ouvrent des fabriques, ce seront les Anglais. La majorité des paysans acceptent l'avance en argent que leur offrent les fabricants de sucre et signent un bail, qui en fait les esclaves des propriétaires. Il n'y a pas de remède. Nous vivons à l'époque du commerce, et que nous le voulions ou non, nous ne pouvons pas échapper à son emprise. Swadesi. Le seul moyen de se protéger de l'esclavage et la pauvreté, deux maladies pénibles et honteuses, est le Swadesi. Devenir Swadesi en pensée, en parole et en action, ne pas acheter un brin de fil à l'étranger, voilà le grand mantra dont la répétition a permis à la Grande-Bretagne d'établir son autorité sur la moitié du monde, à l'Amérique de devenir une terre dorée et au Japon de devenir la Grande-Bretagne de l'Asie. Si l'Inde et la Chine avaient appris cette leçon plus tôt, ces deux pays auraient déjà atteint les plus hauts sommets. Le jour où les marchés de l'Inde se sont remplis de produits étrangers, sa fierté a disparu. Le jour où la Chine, le pays qui a montré au monde comment fabriquer le papier, a rempli ses magasins de papier importé, les églises étrangères se sont mises à sonner le glas de son indépendance. Les mots ne suffisent pas lorsqu'on veut montrer la grandeur du Swadesi. Quand nous portons sur nous-mêmes ou gardons dans notre chambre même un petit brin de paille qui vient de l'étranger, alors que nous aurions pu le trouver chez nous, il est clair que nous sommes en train de sucer notre propre sang et que nous enlevons ce qui est dans l'assiette de notre frère pour le donner à un étranger. Qu'il soit roi d'un empire ou indigent, tous vouent un culte au Swadesi. Un jour, George V, le roi de l'Empire britannique, était en train d'inspecter un bureau du gouvernement lorsqu'il s'est aperçu qu'on y utilisait des machines à écrire fabriquées aux États-Unis et non en Grande-Bretagne. Cela l'a beaucoup attristé. Des centaines de milliers d'Européens vivent en Inde aujourd'hui. Si vous allez magasiner avec eux, vous verrez que les Allemands achètent des produits allemands et les Anglais des produits anglais. Avez-vous déjà vu un de nos rois utiliser des produits indiens dans ses bureaux? Lorsqu'ils vont en visite en Angleterre, les avez-vous déjà entendus demander si tel ou tel produit indien était disponible dans les marchés anglais? Un de nos vices nationaux est de ne pas adhérer au Swadesi. Même si les produits Swadesi coûtent plus cher, nous devrions les acheter quand même car ils sont produits chez nous. Nous devrions tolérer qu'ils soient de mauvaise qualité. Personne ne se gifle lui-même pour une erreur qu'il a commise. Nos propres crimes sont ceux que nous excusons le plus facilement. Il devrait en être de même pour les produits Swadesi. Les vêtements occupent la première place parmi les produits Swadesi. Porter des vêtements fabriqués à l'étranger, c'est commettre une injustice envers notre pays et envers le Seigneur. Pourquoi acheter à l'étranger des produits que nous pouvons fabriquer nous-mêmes? Nous n'appelons pas au boycottage. Nous ne cherchons pas à envenimer les relations avec les autres pays, et nous ne conseillons pas de faire du piquetage autour des boutiques qui vendent des produits étrangers. Nous ne faisons que rappeler à chacun ses responsabilités. Le Swadesi est un devoir et une responsabilité. En dépit de la force du mouvement pour l'indépendance nationale, les produits et les vêtements étrangers sont de plus en plus abondants en Inde. The Free Press Journal vient de publier des statistiques étonnantes à ce sujet, et nous voudrions attirer l'attention de nos lecteurs sur cette question. Malgré l'intérêt grandissant pour le Swadesi et la faiblesse des marchés, l'importation des produits anglais en Inde s'est accrue plus qu'on ne l'avait anticipé.
La publicité publiée récemment par l'Association de propriétaires d'usines de Bombay révèle que pendant les années commerciales, mars à mars, 1931 à 1932 et 1932 à 1933, l'importation du fil de coton a augmenté de 49% et celle du textile de 58%. Pendant les 3 derniers mois de la présente année, l'importation de vêtements étrangers, et pas seulement celle des produits japonais bon marché, a beaucoup augmenté. L'importation de vêtements kaki anglais a augmenté de 83,3% et celle des vêtements kaki japonais de 32,5%. Le 31 mars 1933, on avait acheté 4 510 000 verges de fil à l'étranger. L'année précédente, on en avait importé 3 160 000 verges. Les importations de fils d'Angleterre sont passées de 1 190 000 à 1 340 000 verges, et celles de fils du Japon sont passées de 620 000 à 810 000 verges. L'année dernière, nous avons importé 77 560 000 verges de textiles et cette année, nous en avons importé 122 530 000 verges. Après septembre 1932, c'est en mars 1933 que les importations ont été les plus importantes. Les produits importés de l'étranger se retrouvent également à Bombay, à Madras, au Bengale, au Sindh et en Birmanie. Indiens, prenez garde. La politique de tout le pays s'en va dans une direction, et le Swadesi s'en va dans une autre. Les promoteurs du Swadesi doivent s'en préoccuper. Les vêtements et le coton indien. Les vêtements japonais utilisent le coton indien, même s'ils sont fabriqués à l'étranger, alors que les vêtements fabriqués en Inde sont considérés comme Swadesi, même s'ils sont fabriqués avec du coton étranger. Les vêtements indiens ne sont-ils Swadesi que parce qu'ils sont fabriqués en Inde? Le coton est l'élément principal des vêtements. Le coût de fabrication d'un vêtement rugueux n'est que d'1 ou 2 pesa la verge. Sur quels arguments peut-on s'appuyer pour dire qu'un vêtement est Swadesi, quand il ne rapporte presque rien aux travailleurs indiens et quand il faut payer très cher le coton utilisé pour le fabriquer? Dans ce cas, le tabac américain devient Swadesi lorsqu'on l'utilise en Inde pour fabriquer des cigarettes, et le gourd de Java devient Swadesi lorsqu'on s'en sert pour fabriquer du sucre en Inde. Les vêtements japonais sont plus Swadesi que des vêtements fabriqués avec du coton étranger, car ils sont faits avec du coton indien. Mais on voudrait que le peuple considère comme Swadesi ces vêtements fabriqués avec du coton étranger, et ceux qui sont fabriqués avec du coton du pays. Nos fabricants de vêtements ne veulent pas acheter le coton indien, et le rejettent avec mépris. Ils n'ont besoin que d'un peu de ce coton pour le mélanger à celui qu'ils importent, mais le Japon s'en sert pour fabriquer d'excellents vêtements qu'il exporte en Inde. Pourquoi nos fabricants de vêtements n'ont-ils pas assez d'amour du pays pour acheter et utiliser le coton cultivé ici? Ne sont-ils pas assez intelligents pour apprendre à l'utiliser, ou trop fiers pour chercher à l'apprendre des autres? Ce qu'ils veulent, ce sont des mesures protectionnistes et des profits. Pour les paysans, il n'y a qu'un remède à cette situation. Ils doivent apprendre à produire leurs propres fils, à fabriquer eux-mêmes leurs vêtements et bannir les vêtements fabriqués avec du coton étranger, même si cela nuit à nos relations commerciales avec le Japon. Les fabricants de vêtements indiens devront acheter le coton d'ici, sinon il faudra boycotter leurs vêtements. Les paysans ont commencé à se rendre compte que les vêtements qu'on dit Swadesi sont fabriqués avec du coton étranger. La taxe sur l'importation du sucre. Une taxe d'1 roupie par 100 livres a été imposée sur l'importation du sucre, et le bruit court que plusieurs fabricants de sucre ont demandé au gouvernement de nationaliser leur fabrique de sucre en échange d'un revenu de 7 ou 8% de la production. Si nous avions accès au gouvernement, nous lui dirions d'accepter cette proposition et de se débarrasser des fabricants de sucre en leur donnant des revenus de 7%. Est-ce pour 7 ou 8% de profit qu'ils ouvrent continuellement de nouvelles fabriques? Plusieurs fabricants de sucre ont pu récupérer leur investissement en 4 ans, et leurs profits ont dépassé 15%. C'est parce qu'ils ne veulent pas que le prix de la canne à sucre augmente, qu'ils font tout ce tapage. Ils prétendent être acculés à la faillite, s'ils doivent payer un A accent circonflexe N A accent circonflexe de plus pour 40 kg de canne à sucre. S'ils accordaient cette augmentation aux agriculteurs, ils pourraient obtenir toute la canne à sucre qu'ils veulent et ce serait bon pour leur réputation. Mais désormais,
il leur faudra payer une taxe et subir des menaces. Toutefois, le gouvernement devra se servir des revenus de cette taxe pour améliorer les conditions de la culture de la canne à sucre. En plus de permettre d'augmenter la production, cela sera bénéfique pour les agriculteurs. Pourquoi des mesures protectionnistes ? À notre époque dominée par le commerce, le consommateur n'a aucune importance et tout va aux commerçants. Les consommateurs n'existent que pour remplir les poches des commerçants qui peuvent exiger ce qu'ils veulent pour leurs produits, ne sont soumis à aucune restriction et ne craignent aucune pénalité. Personne ne les arrêtera s'ils font des profits 100, 200 ou 500%, mais les prêteurs qui exigent des intérêts usuraires peuvent être traînés en cour et reconnus coupables. Encore aujourd'hui, on tente de trouver des moyens de mieux encadrer les profits des commerçants. Ils sont à la fois juges et parties, et personne ne peut poser de questions à ce sujet. Mais lorsqu'un commerçant de l'extérieur veut vendre des produits bon marché, ces mêmes commerçants prétendent vouloir protéger l'industrie nationale et insistent pour que le gouvernement impose une forte taxe à l'importation à ce nouveau concurrent, ce que le gouvernement accepte avec joie. En quoi cela lui ferait-il du tort ? Si cette taxe entraîne une diminution de ses revenus, il peut la compenser par l'impôt sur le revenu des commerçants et obtenir leur support sans que cela lui coûte une seule roupie. Mais ce genre de mesures protectionnistes constitue une grave injustice envers le peuple, car des dizaines de millions de consommateurs doivent payer une taxe qui ne profite qu'aux commerçants. On impose une taxe à l'ensemble des consommateurs au profit de quelques capitalistes, et le peuple n'a personne à qui se plaindre. Même s'il meurt de faim, il est forcé de payer une roupie et un quart pour un produit qui vaut une roupie parce que les industriels refusent d'assumer ce coût. Mais si ces capitalistes croient qu'ils ont le droit de combler leurs pertes en imposant une taxe au peuple, ce dernier n'a-t-il pas lui aussi le droit d'imposer des restrictions à leurs profits ? Si leurs profits dépassent 5 ou 6%, ne pourrait-il pas les poursuivre en justice pour détournement de fonds et malhonnêteté et les envoyer respirer l'air de la prison ? C'est ce que prescrit la justice, mais qui écoute les consommateurs à notre époque marquée par le commerce ? Sacrifier les consommateurs aux intérêts des dirigeants d'entreprises. Les propriétaires d'usines de Bombay ont réglé leurs problèmes en faisant un compromis avec le Lancashire, sans se demander où les paysans vendront leur coton. Ni le Lancashire ni les industriels indiens ne veulent assumer cette responsabilité. Leur objectif est de trouver un moyen d'empêcher les vêtements bon marché du Japon d'entrer dans le pays. La taxe 25% sur les produits étrangers a été réduite à 20%. Monsieur Modi a pensé aux intérêts des industriels, en oubliant les consommateurs qui seront forcés de payer plus cher pour leurs vêtements. Si le Lancashire vend ses vêtements chers, les commerçants d'ici feront la même chose. Le pauvre citoyen a de la difficulté à manger à sa faim. Dans un discours prononcé sur ce sujet, un professeur d'économie de l'université d'Allahabad a présenté le point de vue des consommateurs. Le but des économistes est de rendre l'Inde plus prospère pour que le peuple ait des objectifs plus élevés dans la vie, et que les gens disposent d'une nourriture plus abondante et de plus de vêtements. Si on laisse entrer les vêtements japonais bon marché, les pauvres auront plus de vêtements à se mettre sur le dos. L'année dernière, l'importation de vêtements japonais a permis à approximativement 8 millions de familles de doubler leur consommation de vêtements. Ainsi, en obtenant plus de vêtements, l'Inde est devenue plus prospère. Reste la question de la nourriture. Le montant que le pays a dû verser au Japon pour acheter ses vêtements est un peu inférieur à celui que le Japon a payé pour le coton indien. Le libéralisme de Monsieur Modi. Les propriétaires d'usines de textiles de Bombay ont obtenu une réduction de 5% de la taxe sur l'importation du coton du Lancashire. Ils espèrent ainsi qu'il y aura un engouement pour leurs marchandises dans tout l'Empire, et que leurs entrepôts se videront en un clin d'œil. Le marché indien n'a pas d'importance pour eux, car les paysans affamés d'ici n'achèteront pas leurs vêtements. Ces industriels de Bombay s'imaginent sans doute que le sentiment pour le Swadesi est si fort en Inde, que ce marché ne leur échappera pas, quel que soit le prix des vêtements. Mais ils apprendront très vite qu'ils se trompent. La montée du protectionnisme. Qu'ils soient vicerois, commerçants ou zamindars, tous réclament des mesures protectionnistes.
Ceux qui ont du pouvoir peuvent faire des lois à leur guise et pourront bénéficier de telles mesures, mais ceux qui n'en ont pas devront faire pression sur le gouvernement pour les obtenir. Il y a des mesures protectionnistes pour les vêtements, les chaussettes et les camisoles, la soie, les jouets. C'est parce que les chefs d'entreprise et les commerçants sont incapables de faire face à la concurrence étrangère qu'ils demandent des mesures protectionnistes dans presque tous les domaines. Ils ne cherchent tous qu'à sortir le plus d'argent possible des poches des consommateurs. Personne n'est capable d'empêcher l'arrivée des produits étrangers en fabriquant des produits bon marché, et le peuple est impuissant. Personne n'a le droit d'intervenir dans la façon dont les entreprises indiennes investissent leur capital. Elles peuvent gaspiller autant qu'elles veulent et manquer d'organisation, mais personne ne peut dire un mot. Elles sont libres de faire autant de profits qu'elles veulent. Elles n'ont pas besoin de faire d'efforts, d'être économes et bien organisées. Dès qu'elles commencent à chanceler, elles réclament des mesures protectionnistes. Elles demandent une roupie pour un produit que les entreprises étrangères vendent une demi-roupie, et le peuple est forcé de payer. Ceux qui auraient vraiment besoin de protection et qui devraient en bénéficier, ce sont les agriculteurs, car tout le monde sait combien leur situation est difficile. Mais c'est pour ceux qui gaspillent des centaines de milliers de roupies et forcent le peuple à acheter des produits chers au bénéfice de leur petite communauté, qu'on demande des mesures protectionnistes. Nous vivons à l'époque des commerçants, et personne ne peut l'emporter sur eux. La société Swadesi pan-indienne. En décembre dernier, plusieurs propositions ont été adoptées à la réunion de la société Swadesi pan-indienne à Bombay. L'une d'entre elles visait à empêcher les commerçants de profiter de la force du mouvement Swadesi dans la population, pour lui vendre très cher des produits de mauvaise qualité. Cette proposition critiquait les commerçants pour ce pillage éhonté, et les appelait à partager avec les consommateurs les profits générés par des mesures protectionnistes en vendant leurs produits moins chers. Elle les invitait à mieux se comporter avec les travailleurs. Aussi longtemps que la société Swadesi n'aura pas le pouvoir d'inspecter les registres des commerçants, ceux-ci continueront à créer des problèmes et à réclamer des mesures protectionnistes. Ils ne voudront certainement pas augmenter le salaire des travailleurs d'ici, ou aider les agriculteurs à vendre leur production. À quoi serviraient alors des mesures protectionnistes ? La crise s'aggrave. Les propriétaires d'usines de Bombay et d'Ahmedabad ont obtenu les mesures protectionnistes qu'ils demandaient. Les droits de douane sur l'importation des produits japonais ont augmenté de 75% et maintenant, ils font des gains fabuleux en vendant leurs produits très chers. Réalisant de gros profits, ils achètent des automobiles et vivent dans l'opulence. C'est le règne des commerçants et le consommateur ne compte pas. Il n'est né que pour payer aux commerçants les prix qu'ils demandent et pour mourir de faim. Lorsque ceux-ci ont des problèmes, ils réclament des mesures protectionnistes. Mais qui écoutera le peuple ? Les commerçants contrôlent les journaux et l'administration, et personne ne peut les égaler dans l'art de la propagande. Ceux qui possèdent le savoir et le génie sont prêts à se mettre à genoux devant eux. Dans la période de chômage et de ralentissement des marchés que nous traversons, nous pouvions au moins acheter des vêtements bon marché, mais les manufacturiers veulent tellement notre bien qu'ils ne peuvent plus le supporter. Les vêtements japonais sont si bon marché en Inde, que les manufacturiers d'ici sont incapables de les concurrencer. Nous leur demandons, pourquoi ne pouvez-vous pas leur faire concurrence ? Si vous n'êtes pas assez intelligent pour fabriquer des produits bon marché, allez vous asseoir sur les genoux des Japonais et apprenez d'eux. Pourquoi faudrait-il que ce soit le peuple qui paye pour votre imbécilité, votre stupidité et votre gaspillage ? Les commerçants anglais peuvent au moins répondre que le salaire des ouvriers a augmenté chez eux, et qu'ils veulent satisfaire les attentes de leurs travailleurs. Mais en Inde, le salaire des ouvriers a-t-il augmenté ? Les commerçants peuvent-ils dire que les ouvriers indiens sont plus heureux que les ouvriers japonais ? Ils peuvent bien le dire car tout ce qui sort de la bouche des riches est vrai. Mais seuls les riches les croiront. Nous savons tous que si la situation de travailleurs japonais n'est pas idéale, elle est bien meilleure que celle des travailleurs indiens. Cela n'a pas empêché les commerçants japonais de dominer complètement le marché indien, alors que nos manufacturiers lents d'esprit réclament en pleurant des mesures protectionnistes. Comme l'enfant qui mord l'adversaire au jeu, ils pillent les gens sans défense. Voilà ce qu'ils font.
On prétend maintenant que la menace de boycotter le coton indien n'est qu'une menace en l'air. D'éminents économistes à la solde des grands industriels s'époumonnent à crier que le Japon ne peut pas se passer du coton indien, et écrivent dans les journaux. Mais peut-on nous dire ce que fera le Japon du coton qu'il importe de l'Inde, si nous n'achetons pas ses vêtements? Le transformera-t-il en combustible? S'en servira-t-il pour faire des feux lors de la fête de Holi? C'est parce qu'il pouvait écouler ses vêtements chez nous que le Japon achetait ici du coton bon marché pour alimenter ses manufactures et vendre ses produits le moins cher possible aux paysans pauvres. Lorsque le Japon aura perdu le marché indien, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il fera du coton acheté en Inde. Il peut produire en Mandchourie le coton dont il a besoin pour sa consommation domestique. Si la menace du Japon se révèle ne pas être une menace en l'air, les commerçants indiens peuvent-ils promettre, la main sur le cœur, d'acheter tout le coton indien au même prix qu'il est vendu au Japon? Peuvent-ils prendre cet engagement? Après avoir étudié attentivement toutes les déclarations de ces riches manufacturiers, nous pouvons dire que personne n'a eu le courage de faire cette promesse. Le sort des paysans indiens ne les préoccupe pas. Les agriculteurs de l'Inde peuvent bien mourir pourvu que les commerçants puissent leur vendre des vêtements et continuer à se remplir les poches. Ils contrôlent l'administration, et peuvent faire passer une loi qui obligerait chaque Indien à acheter une quantité déterminée des vêtements qu'il fabrique. Et nous pouvons les assurer que le gouvernement anglais serait très heureux d'accepter cette proposition, car elle lui serait très profitable et les produits du Lancashire se vendraient encore mieux. Il ne lui reste plus qu'à faire passer cette loi. Les propriétaires de manufactures doivent également se demander qui achètera leurs vêtements coûteux. Les agriculteurs sont leurs plus grands acheteurs, mais quelle source de revenus leur reste-t-il? Le blé se vend mal, il n'y a pas de demande pour les oléagineux, le marché du jute est disparu, on leur a enlevé la fabrication du sucre et ils doivent maintenant vendre toute leur canne à sucre debout à un quart de sa valeur. La vente du coton leur apportait un certain revenu, mais on est en train de leur enlever ce dernier moyen de subsistance. Où prendront-ils l'argent pour acheter des vêtements coûteux? Leur production ne suffit pas pour leur permettre de payer le loyer de leurs terres et de se nourrir, et on leur enlève même cette production. Ils ne sont pas organisés et ne peuvent pas faire entendre leur voix. On pourra les frapper autant qu'on voudra, mais nous sommes convaincus que ces mesures protectionnistes n'entraîneront aucune augmentation de la consommation des vêtements indiens. À cette époque de ralentissement économique et de chômage, le peuple indien n'acceptera pas de payer 1,5 roupie pour un produit qu'il peut trouver à 1 roupie. On prétend que le Japon a diminué la valeur du yen, mais nous demandons, est-ce ce yen que les commerçants japonais utilisent pour acheter le coton indien ou fabriquent-ils un autre yen pour faire cet achat? Du point de vue japonais, cela signifie que le coton est cher. S'ils réussissent à fabriquer des vêtements bon marché avec ce coton cher, les manufacturiers d'ici ont la responsabilité d'aller demander au Japon par quelle magie ils réussissent cet exploit. Pourquoi ne les imitent-ils pas? Ils ne peuvent pas compenser leurs incapacités en imposant arbitrairement une surtaxe au pauvre peuple de l'Inde. Vendre cher un produit bon marché et bloquer l'importation des produits bon marché équivaut à ajouter une surtaxe. Très bien. Si le Japon a pu réussir en dévaluant le yen, et si l'on pouvait régler tous les problèmes en dévaluant la monnaie, pourquoi ces manufacturiers ne font-ils pas des pressions pour que l'Inde dévalue la roupie? Cette stratégie ne pourrait-elle pas marcher ici? Pourquoi ne marcherait-elle pas? Pourquoi ne font-ils pas des pressions pour que le gouvernement applique ici cette politique qui a été une panacée au Japon? Ils devraient lancer un mouvement dans ce sens. Mais ils ont sans doute trouvé une astuce plus profitable. Empêcher les produits japonais d'entrer en Inde et forcer le peuple à payer plus cher pour ses vêtements. À quoi sert une industrie manufacturière locale, si le pays est obligé de payer plus cher pour ses produits? Le peuple en a assez de ces mesures protectionnistes. Tous souhaitent pouvoir vendre leurs produits partout dans le monde sans devoir acheter ceux des autres. Tous les pays voudraient que la richesse s'accumule dans ces coffres et qu'ils n'en sortent pas un sou vers l'étranger, mais cela est impossible. Plus il y a de mesures protectionnistes, moins il y a d'échanges commerciaux. Aujourd'hui, ces échanges ne sont que le tiers de ce qu'ils étaient il y a 5 ans, et l'on continue néanmoins à réclamer plus de protectionnisme.
Si le Japon cesse d'acheter le coton indien, il mettra forcément cette menace à exécution. La consommation de vêtements diminuera encore et cela aura des répercussions sur tous les autres produits. Pour le moment, les manufacturiers peuvent se pâmer de joie, mais ils le regretteront très vite. Le peuple n'est pas organisé, mais la pauvreté qui s'accroît chaque jour est une force de mobilisation très puissante. Nous ne plaidons pas pour les vêtements japonais, mais en faveur du peuple, et nous ne voulons pas qu'on l'étrangle par des moyens détournés. Le plus grand défaut du protectionnisme est de libérer les industriels du souci de la concurrence et de leur enlever toute incitation à mettre de l'ordre dans leur maison. Mais c'est une maison de verre dans laquelle ils ne pourront pas rester tranquilles bien longtemps. Les mesures protectionnistes peuvent avoir du sens pour une industrie qui est encore jeune, mais lorsqu'une industrie a grandi, elle n'a aucun avenir si elle n'a pas appris à se tenir debout. 6e partie, les agriculteurs et les travailleurs. Cette partie traite des agriculteurs et des travailleurs, les grands perdants de la colonisation aux yeux de Premchand. Les faibles revenus des agriculteurs constamment assaillis par de nouvelles taxes et impôts, et leur économie de subsistance sont souvent dénoncés par Premchand. Comme aujourd'hui, le fardeau fiscal imposé aux agriculteurs en poussait plusieurs au suicide. Du vivant de Premchand, plus de 90% de la population vivait dans les campagnes et le taux d'alphabétisme n'atteignait pas 10%. Le retard substantiel de l'Inde dans son développement s'explique en partie par cette dichotomie ville-campagne où les paysans peinent à sortir de la pauvreté. Pour comprendre l'Inde d'aujourd'hui, un regard sur les villages est essentiel, car d'ici 2050 plus d'un demi-milliard d'individus quitteront leur campagne pour s'établir en ville. Dans un pays où la mobilité sociale est entravée par le système de caste, il est difficile pour les paysans de sortir de la pauvreté. À l'origine, les paysans constituaient la 4e et dernière caste, Shudra. Ce n'est que plus tard que l'introduction de l'intouchabilité divise cette caste en 2 catégories. Les paysans et ceux et celles qui touchent à la souillure et aux cadavres et qui portent le nom d'intouchables dans la littérature occidentale. Appelés aussi Dali ou Harijan, ces hors-castes n'ont pas accès à l'éducation et encore moins à la gouvernance. On pourrait même suggérer que cette division sociale assure la production d'un cheap labor, facilement exploitable, ce qui demeure une problématique du sous-développement indien. Du vivant de Premchand, la masse paysanne vivait à la campagne et ceux qui s'exilaient allaient rejoindre le prolétariat urbain ou les filatures indiennes qui profitaient du mouvement Swadesi. Les conditions de travail dans ces usines indiennes reproduisaient en quelque sorte la permission de l'exploitation connue sous le régime des castes. Ainsi, les ouvriers étaient très maltraités, et la création de syndicats n'a pas tardé une fois l'industrialisation enclenchée en Inde. L'éveil syndical apparaît à la fin du XIXe siècle avec des pionniers comme Narayan Meghanji Lokand, 1848 à 1897, qui publie Dinbandhu, l'ami des opprimés, de 1880 à 1897. En 1848, son collègue Mahatma Phule, 1827 à 1890, ouvre la première école pour femmes et plusieurs institutions pour les basses castes. Il fonde la Satyazodak Samaj, Société pour la recherche de la vérité, qui critique fortement les divisions sociales. En plus, il lance la Bombay Milans Association 1890, considérée comme le premier syndicat moderne en Inde. Entre 1905 et 1907, les syndicats des imprimeurs et des débardeurs se constituent tout comme celui des employés des postes. Après une pause pendant la guerre, le syndicalisme reprend de plus belle avec la création de l'All India Trade Union Congress 1920, puissante organisation qui regroupe plusieurs syndicats. D'ailleurs, le Trade Union Act de 1926 permettra la reconnaissance officielle des syndicats. Initialement dirigé par Lala Lajpare et Chittaranjan Das, c'est le jeune socialiste Jawaharlal Nehru qui préside la All India Trade Union en 1928. Ce passage dans le monde syndical est important pour comprendre la philosophie politique de Jawaharlal Nehru et sa position sur le socialisme et le mouvement de décolonisation. Pour lui, et tous ces avatars de la décolonisation ailleurs dans le monde, l'État doit nationaliser et redistribuer la richesse, chose que l'État colonial ne faisait pas. Ces revendications de travailleurs se transforment en partis politiques ayant leurs préoccupations,
comme objet principal de revendication. Ainsi, la création en 1920 du Parti communiste indien par Manabendra Nath Roy 1887 à 1954 résultait de l'Internationale socialiste qui, sous l'impulsion de Lénine, encourageait le mouvement dans les colonies. Ce parti inquiétait au plus haut point les autorités britanniques qui décidèrent en 1929 d'arrêter 27 personnes, dont 3 Britanniques, et de les accuser de conspiration pour saper l'autorité du roi George V. La crise économique et l'échec de la grève des textiles à Bombay auront comme conséquence de ralentir l'organisation politique du mouvement ouvrier. Il faudra attendre la création du Prakash Narayan Congress Socialist Party en 1934 pour voir renaître la gauche syndicale indienne. Ce fut aussi une tentative de rapprocher le Congrès indien des préoccupations syndicales. Très influents au sein du Congrès, les notables se distanceront de ces radicaux également appuyés par les paysans. En Inde, les terres sont souvent la possession de grands propriétaires zamindars, et les paysans subsistent par l'endettement. Toutes taxes imposées par les Britanniques sont refilées aux paysans par les zamindars. Un mouvement de révolte prend naissance dans la province unie sous la direction de Baba Ramchandra, 1875 à 1950, brahman pauvre reconnu pour son activisme contre l'exploitation des engagés indiens aux îles Fidji. Il fonde la Kisan Sabha, l'Union paysanne, en 1919 avant d'établir plus de 350 associations locales. Devant le désintérêt du Congrès indien pour les questions paysannes, il se joint au Congress Socialist Party en 1934. Un autre leader, Swami accent circonflexe Sahajanan Saraswati 1889 à 1950, organise la Kisan Sabha au Bihar lorsque le coût des loyers double en 1929. Il sera élu président de la All India Kisan Sabha en 1936, rapprochant ainsi la question paysanne du mouvement communiste, tout en l'éloignant du Congrès. Les chroniques de Premchand sur les ouvriers et les paysans traduisent cette déception des militants de gauche envers le Congrès indien, pendant les années 1930. Pour que la condition des agriculteurs s'améliore, il faudrait adopter une législation qui provoquerait une véritable révolution dans la société si elle était appliquée. Des doutes surgissent sur la capacité du Congrès à vouloir changer l'ordre des choses qui ont historiquement favorisé les notables et les hautes castes. Cette agitation supportée par Premchand indique aussi que les problèmes ouvriers et agricoles ne seront pas réglés par l'indépendance. Il faudra abattre les privilèges aristocratiques et les droits financiers des Nawabés, des Zamindars et Maharajas, ce que fit finalement Indira Gandhi en 1974. SG. La responsabilité des zamindars dans le nouveau contexte. Son Excellence le gouverneur de l'Assemblée vient de faire une tournée dans le Bahreïch. L'association des grands propriétaires terriens de ce district a préparé un discours pour l'accueillir. Dans ce discours, elle demandait au Conseil d'État de créer une deuxième chambre dans le district et de lui accorder suffisamment de pouvoir pour assurer la protection des zamindars. En réponse à ce discours, le gouverneur a donné quelques conseils à ces messieurs. Il faut espérer qu'ils prendront le temps d'y réfléchir à tête reposée, et qu'ils les mettront en pratique à l'avenir. Le gouverneur a déclaré fort justement que personne n'a plus d'influence sur les agriculteurs que les zamindars. Il a averti ces derniers de ne pas trop compter sur les sièges qui leur sont réservés à l'Assemblée, car cette politique de sièges réservés fait l'objet d'attaques auxquelles il est de plus en plus difficile de résister. Toutefois, à cause de leur aveuglement égoïste, de leur goût du confort, de leur insouciance et de leur arrogance, nos zamindars et nos grands propriétaires fonciers ont perdu leur influence et ne peuvent même plus compter sur le vote de leurs tenanciers pour obtenir un siège à l'Assemblée. Si nos zamindars étaient plus réfléchis, et comprenaient que c'est grâce à leurs tenanciers qu'ils peuvent mener une vie paisible et qu'ils ont aussi des responsabilités envers eux, pourquoi ceux-ci se révolteraient-ils ? Mais s'ils n'en dépendaient que des zamindars, la situation des tenanciers serait encore plus déplorable qu'elle l'est maintenant. C'est grâce au travail des conseils que les zamindars ont un peu plus les mains liées, et que les agriculteurs ont pu obtenir quelques droits. Si ces maîtres de la terre continuent de se comporter de cette manière, l'avenir s'annonce plutôt sombre pour eux. Selon les termes mêmes du gouverneur, les zamindars devraient plutôt faire confiance à leur bonne conduite, car s'ils peuvent assurer leur protection par des artifices, ils ne pourront pas le faire d'une manière durable.
Un bâton peut aider un voyageur, mais c'est sur ses jambes qu'il doit compter s'il veut parvenir à destination. La protection de la propriété des zamindars. Tout comme les agriculteurs, beaucoup de zamindars sont endettés. Ce ne sont pas seulement les petits zamindars qui croulent sous le poids des dettes, mais aussi ceux qui paient des centaines de milliers de roupies en impôts fonciers. Sur ce point, la seule différence entre les zamindars et les agriculteurs est que les agriculteurs sont endettés en dépit de tous leurs efforts, tandis que les zamindars le sont seulement parce qu'ils gaspillent trop et aiment trop le luxe. Non seulement les grands zamindars, mais même les plus petits considèrent comme un déshonneur de faire le moindre travail et ont recours à toutes sortes d'expédients pour gagner leur vie. Le gouvernement songe à faire une loi pour protéger les zamindars dans notre province, comme il l'a fait au Bundelkhand et au Pendjab. Selon le gouvernement, les zamindars dont la famille exerce cette fonction depuis des générations sont aimés par leurs tenanciers et font très bien leur travail. Mais beaucoup d'entre eux passent presque toute leur vie dans le confort des villes. Ils traitent leurs sujets comme des vaches à lait dociles dont le seul travail est de donner du lait et qui ne protestent jamais, même si l'on ne leur donne que de la paille à manger. Certains de ces zamindars n'ont même jamais visité leur district, et pourvu que leurs agents leur apportent l'argent qui leur est dû, ils ne se préoccupent pas de savoir si leurs sujets sont heureux ou malheureux. En protégeant ce genre de zamindars, le gouvernement ne fera qu'encourager leur goût du luxe et fera disparaître le peu d'intérêt qu'ils ont pour leurs tenanciers. Les postes de fonctionnaires sont-ils donnés aux membres de famille qui les ont obtenus pendant des générations, et dont c'est la fonction héréditaire? Si ce n'est pas le cas, pourquoi serait-il nécessaire que le gouvernement accorde sa protection à une communauté particulière? Ceux qui refusent de marcher avec leur époque ne peuvent pas réclamer une protection particulière. De plus, si l'on adopte cette loi, il faudra diviser la population en agriculteurs et non-agriculteurs, ce qui risque de créer une grave injustice, car les prêteurs et les autres riches ne font pas partie d'une caste particulière. On trouve des prêteurs parmi les Kourmis, les Ka accent circonflexe Chi accent circonflexe, les brahmanes et les kshatris. Parfois, les brahmanes ne sont pas des prêteurs, mais des tenanciers. Comme il n'y a pas de caste chez les musulmans, il faudra les considérer tous comme des agriculteurs. Si le gouvernement veut corriger la situation, il devra plutôt être plus sévère envers les vieilles familles de zamindars qui imposent leur autorité aux paysans, et favoriser les nouveaux zamindars qui se mêlent au peuple. Nous ne croyons donc pas que la loi qu'il prépare soit nécessaire. La proposition du comité sur l'endettement des agriculteurs. Tout le monde sait que les agriculteurs de l'Inde croulent sous le poids des dettes. Ils sont forcés de s'endetter dans presque tout ce qu'ils font. Ils doivent emprunter pour acheter leurs grains de semences, et payer en intérêt 2,5 fois le montant de leur emprunt. Ils achètent leurs vêtements à crédit des marchands de tissus ou des colporteurs pachtou, et doivent payer au moins 25% par année d'intérêt sur cet emprunt. Ce taux peut atteindre parfois 40% ou 50%, car il n'y a pas de limite supérieure. Une fois qu'il s'est endetté, le paysan pauvre ne pourra plus jamais se libérer de sa dette. Il ne réussit pas à rembourser l'intérêt. Comment pourrait-il rembourser le montant de l'emprunt? Il laissera cette dette en héritage à ses fils. Après leur avoir prêté 50 ou 100 roupies, beaucoup de zamindars et de prêteurs forcent des agriculteurs ou des ouvriers à travailler pour eux jusqu'à la fin de leur vie. Ils ne leur donnent qu'un peu de grain à manger chaque jour, et leur salaire ne sert qu'à payer l'intérêt de cet emprunt. Il leur arrive même souvent de se rendre à l'aire de battage des agriculteurs pour s'emparer de la récolte. Lorsque le zamindar a pris ce qui lui revient pour payer le loyer et que le prêteur s'est emparé de ce qui restait pour rembourser son prêt, il ne reste plus rien pour le paysan. Il retourne chez lui en pleurant sur son sort. Cela se passait déjà à l'époque où le prix des grains était bon, et où les agriculteurs réussissaient encore à se faire un peu d'argent. Mais aujourd'hui, les pauvres paysans ne voient pas la couleur de l'argent. Et ce n'est pas la faute des zamindars, ni même celle du gouvernement. Si les zamindars ne se faisaient pas payer leur loyer par les tenanciers, avec quoi pourraient-ils s'acheter de quoi manger et payer leurs impôts au gouvernement? Si les prêteurs ne collectaient pas ce que les paysans leur doivent, ils seraient ruinés. Il y a quelque temps, le gouvernement a créé un comité pour réfléchir à ce problème.
Ce comité comprend des fonctionnaires et des personnes qui n'appartiennent pas au gouvernement. Lorsqu'on examine la liste des membres de ce comité, on s'aperçoit que ce sont des messieurs de toute opinion, idéologie et conviction. On y trouve des amindards, des économistes, des fonctionnaires du gouvernement et des membres du conseil. Après plusieurs mois de travail, le comité a publié son rapport. Il contient plusieurs recommandations aux agriculteurs sur la façon de se protéger des prédateurs. Voici les principales. 1. Il faudrait constituer un pankaya de 5 ou 7 membres, où l'on retrouverait des tenanciers et des prêteurs. Les décisions sur les emprunts de moins de 500 roupies seraient prises par les membres de ce pankaya. Les plaintes sur des montants de moins de 500 roupies ne pourraient pas être entendues par les tribunaux, tant que le pankaya n'aurait pas reconnu son incapacité à régler le conflit. Si les parties le souhaitent, la décision du pankaya pourra être finale. 2. Il faudrait fixer une limite à l'intérêt qui peut être exigé, et adopter une loi qui forcerait les agriculteurs et les tenanciers à fournir au tribunal une copie du billet d'emprunt. Si le tribunal constate que le taux d'intérêt indiqué sur le billet est trop élevé, il pourra immédiatement le modifier. Pour les prêts hypothécaires, le taux d'intérêt sera de 9% et pour les prêts sans garantie, il sera de 15%. Dans certaines circonstances, ce taux pourra être de 12% ou de 18%. Lorsque les versements ne seront pas payés à temps, le tribunal pourra ordonner que tout le montant du prêt soit payé en une seule fois. 3. Tous les prêteurs devront tenir un registre précis de leurs prêts et fournir tous les 6 mois aux tenanciers un relevé du montant de leurs dettes. S'ils ne remplissent pas cette condition, une partie ou la totalité de l'intérêt exigé pourra être déclarée invalide. Ils seront punis s'ils ne fournissent pas un reçu écrit de tous les versements qu'ils ont perçus. Le montant inscrit sur le billet devra être celui qui a vraiment été prêté. Augmenter ce montant pour payer des cadeaux, des amendes ou d'autres frais sera considéré comme un crime. 4. Lorsque le loyer que l'agriculteur doit payer sur sa production ou pour ses terres dépasse 500 roupies par année, les problèmes de perception de ce loyer ne seront plus réglés par un décret des tribunaux, mais par le collecteur d'impôts. Aucun décret ne devra porter sur plus de 4 récoltes, et il n'est pas nécessaire qu'il porte toujours sur 4 récoltes. 5. Lorsqu'un agriculteur ou un tenancier est arrêté après un décret de la Cour concernant sa dette, ses biens ou ses récoltes seront vendus à l'encan et les prêteurs pourront se faire rembourser le montant de leur prêt de la manière suivante. A. 10 fois le montant des impôts fonciers pour le zamindar. B. 10 fois le montant du loyer pour les dakilkars. C. 5 fois le montant du loyer pour les cultivateurs qui ne possèdent pas la terre qu'ils cultivent. D. 3 fois le montant du loyer pour les autres. 6. On ne pourra réclamer de l'argent à un tenancier que dans le district où il demeure ou dans celui où l'argent lui a été prêté. À l'intérieur d'une période de 20 mois, le montant du prêt peut être remboursé au moment qui convient au tenancier. 7. Les agriculteurs qui ne possèdent pas la terre qu'ils cultivent auront le droit d'hypothéquer leurs terres. 8. Les parcelles de terre devraient pouvoir être réunies sans augmentation du loyer ou de l'impôt foncier. 9. Les prêteurs qui partent en tournée devraient obtenir une licence pour faire des prêts ou vendre des vêtements dans les régions éloignées ou une municipalité particulière. Le coût de cette licence sera de 50 roupies par personne au début, et il faudra payer 10 roupies chaque année pour la renouveler. La consolidation des parcelles de terre. Parmi toutes les difficultés que rencontrent les agriculteurs, la dispersion de leurs champs autour du village est une de celles qui leur cause le plus de tort. La plupart des agriculteurs ne possèdent pas plus de 2 BI accent circonflexe GHA accent circonflexe et demi de terre, mais leurs champs sont divisés en petites parcelles dispersées un peu partout. Ils doivent marcher 1 mille avec leurs bœufs et leurs arères pour labourer une parcelle de 5 bisva, et se déplacer pour aller en labourer une autre. Ils font face aux mêmes problèmes pour l'irrigation, le désherbage, le sarclage et tous les travaux des champs. Tout cela leur fait perdre beaucoup de temps. Ils ne peuvent pas creuser de puits ni construire de clôtures et de bâtiments pour garder leurs récoltes. Les difficultés économiques actuelles rendent encore plus nécessaire une solution à ce problème.
Le gouvernement provincial du Pendjab a fait beaucoup de travail dans ce domaine, mais celui de notre province continue à dormir sur ses deux oreilles. Monsieur Mehta a lancé un programme de consolidation des terres dans 2 districts, mais par manque d'instructions claires, ce programme n'a eu que peu de succès. Dans les autres districts, on n'en parle même pas. Heureusement, Rai Bahadur Anand Swarup, MLC, a tenté d'attirer l'attention de la population et du gouvernement sur ce problème en publiant une lettre dans The Leader. Il faut de l'argent, du temps et de l'éducation pour améliorer la situation de l'agriculture, mais le gouvernement n'aurait pas à dépenser un pésa pour régler le problème de la fragmentation des terres. Il suffirait d'y accorder un peu d'attention pour améliorer de beaucoup le sort des agriculteurs. Nous croyons que cela permettrait aussi d'augmenter la production agricole. Comme l'a écrit Swarup Sahab, il faudra faire des distinctions entre les champs de terre sablonneuse, de terre noire, de terre rocailleuse, etc. On pourra ensuite redistribuer les terres aux agriculteurs en tenant compte de leur situation par rapport au village. Il faudra également prendre en considération la productivité de la terre. Si on donne à un agriculteur un champ d'un BI accent circonflexe GH à accent circonflexe dont la production vaut 16 à accent circonflexe N à accent circonflexe, on donnera à un autre un champ de 2 BI accent circonflexe GH à accent circonflexe dont la production vaut 8 à accent circonflexe N à accent circonflexe. Pour éviter que certains agriculteurs soient désavantagés, il faudra tenir compte de sa distance du puits et de la route au moment de faire l'évaluation de la productivité d'un champ. Le fonctionnaire chargé de faire la distribution des terres devra obtenir l'avis du Pankaya du village. Les agriculteurs en bénéficieront, et ce sera également avantageux pour le gouvernement. Le travail des patvaris sera facilité et les parcelles de terre entourées par un talus, qui faisaient l'objet de disputes entre les agriculteurs, pourront être réunis aux champs environnants. Nous en avons discuté avec des agriculteurs, et nous avons pu constater qu'ils sont prêts à accepter cette réforme, pourvu que cela ne leur cause pas de préjudice. Tant que les terres n'auront pas été consolidées, il ne pourra pas y avoir de progrès en agriculture et l'on ne pourra pas produire de nouvelles céréales. La consolidation des terres est un premier pas vers le progrès de l'agriculture, et nous espérons que le gouvernement ne tardera pas à s'en occuper. La détresse des agriculteurs. 80% de la population de l'Inde travaille dans l'agriculture et comme c'est le cas pour les charpentiers et les forgerons, beaucoup de gens dépendent des agriculteurs pour gagner leur vie. La prospérité du pays se fonde entièrement sur le labeur des agriculteurs. Nos écoles et nos collèges, notre armée et notre police, nos tribunaux et nos cours de justice, tout dépend des revenus des agriculteurs. Mais ceux-là même qui nous fournissent notre nourriture et nos vêtements ne mangent pas à leur faim, grelottent de froid l'hiver et meurent comme des mouches. Il fut un temps où les villageois étaient réputés pour leur stature, leur force physique et leur virilité. Il y avait un surplus de lait et de GHI accent circonflexe dans les villages. Les villageois vivaient très longtemps et le climat était sain et vivifiant. Mais aujourd'hui, si vous allez dans un village, vous aurez beau chercher, vous ne trouverez pas un seul homme en bonne santé. Personne n'a de chair sur les os ni de vêtements sur le corps. On dirait que les villageois sont tous des squelettes ambulants. De plus, personne ne possède un logis décent. Les villageois n'ont même pas de place pour se tenir debout devant la porte de leur cabane de chaume au mur très bas, et leurs familles s'entassent à l'intérieur avec la paille, le bois, la vache et le bœuf. Il fut un temps où l'Inde était célèbre dans le monde entier pour ses richesses. L'éclat de son or et de ses bijoux faisait briller les yeux de poètes venus de très loin, et mettait l'eau à la bouche des conquérants. Mais aujourd'hui, tout cela n'est plus qu'un souvenir lointain. L'Inde est tombée dans un fossé de pauvreté et d'ignorance tellement profond, qu'on ne peut en trouver le fond. En 1901, Lord Curzon avait estimé que le revenu annuel moyen des Indiens ne dépassait pas 30 roupies. En 1915, au moment où la Grande Guerre européenne avait provoqué une forte augmentation des prix, quelques statisticiens ont évalué que le revenu moyen avait atteint 50 roupies par année. La situation de 1930 est une répétition de ce qui s'est passé en 1901. Si l'on calculait le revenu moyen des Indiens d'aujourd'hui, il ne dépasserait sans doute pas 25 roupies. Pourtant,
Personne ne se préoccupe de la situation des agriculteurs qui est toujours aussi misérable qu'autrefois. Ils utilisent toujours les mêmes instruments et les mêmes méthodes pour cultiver, et sont toujours aussi endettés et aussi pauvres. Non, c'est une erreur d'affirmer que personne ne s'est intéressé à leur situation. Le gouvernement a adopté plusieurs lois pour les protéger, et il en aurait sans doute adopté davantage si les Zamindars ne s'y étaient pas opposés. Récemment, les Zamindars ont tenté d'empêcher les remises de dettes pour les agriculteurs. L'expérience nous enseigne que cette politique n'apportera pas de bénéfices particuliers aux agriculteurs. Toutefois, s'il n'y avait pas eu ces lois, la situation des agriculteurs serait sans doute encore pire. L'intervention du gouvernement a certainement empêché qu'ils connaissent une déchéance encore plus grande, mais elle n'a pas réussi à créer les conditions qui auraient permis une amélioration de leur situation. Pour que la condition des agriculteurs s'améliore, il faudrait adopter une législation qui provoquerait une véritable révolution dans la société si elle était appliquée. Nous ne sommes pas partisans de la lutte des classes, mais nous souhaitons que le gouvernement et les Zamindars n'oublient pas que les agriculteurs sont eux aussi des hommes, qu'ils doivent eux aussi trouver de la nourriture, des vêtements et une maison pour vivre, qu'il y a souvent des mariages dans leur famille et qu'ils doivent eux aussi respecter les traditions de leur lignée et de leur communauté. Comme tout le monde, ils sont parfois frappés par la maladie et ils ont besoin de se reposer. Aussi, au moment de fixer le loyer, il faut s'assurer que la portion de la récolte qui restera aux agriculteurs sera suffisante pour leur permettre d'élever leurs enfants. La plupart des agriculteurs de notre province ne possèdent pas plus que 3 ou 4 acres de terre. Un grand nombre d'entre eux ne possèdent que la moitié de cette superficie. Plus leur terre est petite, plus leurs coûts de production sont élevés. Il faudra donc revoir le taux du loyer qu'ils doivent verser. Cela réduira les revenus des Zamindars, et le gouvernement aura plus de difficultés à équilibrer son budget, mais la vie des agriculteurs est plus importante que tout cela. Toutefois, dans le contexte actuel, il ne pourra pas y avoir de réduction du loyer payé par les tenanciers dans un proche avenir. En réalité, les petits agriculteurs ne sont même pas capables de couvrir leurs coûts de production. Comment pourraient-ils payer leur loyer ? Et même si on pouvait les forcer à le payer pendant 1 année ou 2 en les frappant avec un bâton, lorsqu'ils mourront de faim ou seront malades, ils ne seront plus capables de fournir autant d'efforts pour cultiver et la production agricole chutera. Il nous faut donc changer la situation pour que les agriculteurs soient heureux et en bonne santé. La prospérité économique des Zamindars, des prêteurs et du gouvernement dépend de la condition des agriculteurs. Si la situation économique des agriculteurs est mauvaise, celle des autres ne peut pas être bonne. Pour savoir si un pays est bien gouverné, il suffit d'observer la situation des gens ordinaires. Ce n'est pas en se basant sur la situation des Zamindars et des prêteurs qu'on peut connaître celle du pays. Les agriculteurs ont également besoin d'industries domestiques qui leur permettraient de gagner un peu d'argent pendant leur temps libre. Les initiatives en ce sens doivent être bien organisées, sinon elles ne pourront pas réussir. Elles doivent être prises en charge par des coopératives ou par le gouvernement lui-même. Le département du commerce ou celui de l'industrie devrait s'en occuper et faire de la publicité pour vendre dans les autres provinces tous les produits qui ne trouvent pas d'acheteurs dans une province donnée. Jusqu'à présent, on ne s'est pas préoccupé d'augmenter la production agricole. Le gouvernement s'est contenté d'organiser des expositions et de faire de la publicité. Il ne suffit pas de montrer aux agriculteurs de bons instruments aratoires, de bons outils et de bons engrais. Seulement 2% des agriculteurs ont la capacité de tirer profit d'une exposition. On ne peut pas espérer que ceux qui n'ont même pas de quoi manger et sont enfoncés jusqu'au cou dans les dettes, achèteront de nouveaux instruments, de nouveaux produits ou de nouveaux engrais. Ils n'auront pas la témérité de dévier d'un cheveu de leur vieille façon de faire, car ils n'ont pas la capacité de tenter de nouvelles expériences ou de prendre des risques. Il faudrait leur permettre de rembourser le coût de ces investissements par des versements annuels. Le gouvernement manque d'argent pour ce genre d'initiative, mais nous croyons que rien ne serait plus important. La consolidation des terres est une autre nécessité. Elles ont été tellement fragmentées que la situation n'a plus aucun sens. En 1771,
la taille moyenne des propriétés agricoles était de 40 acres dans le sud de l'Inde. En 1915, elle n'était plus que de 7 acres. Au Bengale, elle n'est plus que de 3 acres et d'1,5 acre dans la province unie. Ces terres sont divisées en parcelles dispersées autour du village, ce qui impose beaucoup d'efforts inutiles aux paysans. Si ces parcelles étaient consolidées, les cultivateurs pourraient poser des clôtures autour de leurs champs, creuser des puits et surveiller leurs récoltes. On peut espérer que cela contribuerait à une augmentation de la production agricole. Les insectes causent souvent beaucoup de dommages aux récoltes. L'année dernière, les souris ont complètement détruit plusieurs champs. Les agriculteurs n'ont aucun moyen de se protéger d'ennemis naturels comme les Laachiaxans circonflexes, les Mao, la moisissure, les mites, les termites et les vers. Le département d'agriculture a fait beaucoup de recherches dans ce domaine, et il faut que les résultats de ces recherches se rendent jusqu'aux oreilles des agriculteurs. Il faudrait même que ces résultats arrivent jusqu'à la porte de leur maison. Mais la diffusion de ces recherches se fait d'une manière bureaucratique, avec beaucoup de retard et de complications, et les agriculteurs ne peuvent pas en profiter. Ce qu'il faudrait, ce n'est pas l'approche des bureaucrates, mais celle des missionnaires. Jusqu'à maintenant, le gouvernement a traité les agriculteurs comme les fils de la seconde femme. Il devra maintenant les traiter comme le fils aîné. Grève. La créativité et le dynamisme du mouvement du Congrès se sont refroidis. On peut se demander si ce refroidissement est un feu qui couve sous un tas de paille ou une victoire du gouvernement, mais nous voudrions attirer l'attention des dirigeants du Congrès sur un seul point. C'est parce que le Congrès ne dispose plus d'aucun moyen particulier qu'il est incapable de faire preuve de créativité dans son opposition au gouvernement. C'est pour cette raison qu'il appelle si souvent à la grève. Lorsque l'on fait la grève parce qu'on n'a pas d'autre choix et parce qu'on est faible, cela diminue son impact. Une journée de grève a une très mauvaise influence sur les pauvres. On creuse des puits tous les jours, même s'il y a tous les jours des gens qui meurent pour avoir bu de l'eau. Est-ce une raison pour interdire de creuser des puits ? Les grèves n'ont plus d'importance maintenant. Pendant les jours de grève, les gens se paient du bon temps ou vont regarder un spectacle plutôt que d'aller manifester leur insatisfaction ou faire leurs demandes. Les grèves n'apportent donc aucun avantage particulier au mouvement du Congrès. Abus de pouvoir. Il n'y a pas de mots pour décrire la situation pitoyable des agriculteurs en ce moment. À part l'être suprême, ils sont les seuls à savoir jusqu'à quel point elle est mauvaise. Les Amindards doivent payer leur impôt foncier à temps, le gouvernement doit percevoir les loyers à temps, mais les agriculteurs ont besoin d'un peu de nourriture à manger, de quelques haillons pour se vêtir et de toutes sortes d'autres choses. Leurs récoltes sont détruites par la gelée ou par un excès de pluie, et le peu qui en reste est balayé par la tempête. Comme un champ verdoyant détruit par une tempête de grêle quelques jours avant la récolte, leurs enfants sont emportés en bas âge par la peste, le choléra et toutes sortes de maladies. Lorsqu'ils réussissent à récolter un peu de grain, le prix est si bas qu'ils ne réussissent pas à manger 2 fois par jour. S'ils ont pu échapper aux prêteurs, les quelques bijoux que possédaient leurs femmes ont été vendus pour payer l'impôt foncier. Le père est forcé d'utiliser les haillons de ses enfants pour cacher sa pudeur, et la mère doit se contenter d'un voile, car elle n'a pas suffisamment de tissu pour se couvrir. Et pendant ce temps, nos gouvernants vont se rafraîchir à Simla et à Nainital. Et si cela ne suffit pas, ils vont faire un tour à Londres. Tant qu'ils ne sont pas encore élus dans les petits et les grands conseils, nos représentants courent partout dans les rues sous le soleil brûlant. Mais aussitôt qu'ils sont membres du conseil, ils s'en vont dans les montagnes pour profiter de leur indemnité de 10 roupies par jour. Quant aux agriculteurs, très rares sont ceux qui ont déjà vu une pièce de 10 roupies. Mais nous vivons à l'époque du Kali Yuga, du Karma Yuga. C'est le jeu du destin. Les agriculteurs sont venus dans ce monde pour mourir, après avoir vécu dans la misère. Pendant que les grands Amindards ne pensent qu'à protéger leurs intérêts et que le gouvernement est en train d'écrire sur le livre blanc avec de la craie blanche, tout ce que les agriculteurs savent, c'est que leurs conditions continuent d'empirer. Le gouvernement prétend faire beaucoup pour eux, mais il n'a rien fait jusqu'à présent. La commission d'enquête sur les banques a recommandé la création immédiate d'une banque de crédit hypothécaire, qui permettrait aux agriculteurs d'échapper aux prêteurs,
de trouver plus facilement du crédit pour améliorer leur culture et d'avoir un peu de répit. Le gouvernement a adopté une nouvelle loi pour protéger les pauvres des prêteurs qui chargent un taux d'intérêt abusif. Les prêteurs qui chargent un intérêt trop élevé ne pourront plus faire arrêter les tenanciers, et ceux-ci pourront les poursuivre en cours. Cela aussi aurait pu être profitable aux agriculteurs, mais aucune de ces mesures n'a été appliquée. En ce moment, tout ce qu'on entend dans les campagnes, ce sont des lamentations. Si rien n'est fait pour protéger les agriculteurs, on peut s'attendre à une terrible catastrophe. Rav Krishnapal Singh est membre du conseil de la province unie. Malheureusement, à cause des grands propriétaires fonciers et des amindars, ce conseil n'est plus qu'un regroupement de gens inertes et sans valeur qui ne sont pas plus intéressés au bien-être des agriculteurs qu'à celui du pays. Quelques intouchables font partie de ce conseil, et l'un d'entre eux est considéré comme un leader dans sa communauté. Nous avons pu constater que ces intouchables appuient toujours les propositions du gouvernement. Il n'y a donc personne dans ce conseil qui s'intéresse à la situation des pauvres agriculteurs. S'il y en a, ils sont très peu nombreux. CY Chintamani, Kunvar Jagban Singh, Munsi Gajadhar Prasad sont de ceux-là. Mais il faut y ajouter le roi d'Afgar, BHA accent circonflexe et accent circonflexe Rav Krishnapal Singh, qui vient de publier dans The Leader un article très émouvant et très réaliste sur la misère des agriculteurs. Selon lui, la politique agricole du gouvernement de la province unie est marquée par des abus de pouvoir. Elle ne vise qu'à forcer les tenanciers à payer leur loyer et permet d'utiliser tous les moyens, y compris les coups de bâton, pour atteindre ce but. Voici ce qu'il écrit à ce sujet. Même s'il n'est pas possible d'évaluer exactement le fardeau que doit porter l'agriculteur indien, on peut s'en faire une idée partielle. Une taxe trop élevée sur ses terres, l'impôt foncier du zamindar sur les terres qu'il cultive, l'exploitation par les tenanciers, l'oppression des prêteurs et les abus de pouvoir des fonctionnaires chargés de la collection ont plongé les agriculteurs dans une grande pauvreté. Pour eux, la pauvreté est devenue une fatalité, et on ne voit pas comment ils pourraient s'en sortir. Qu'ils soient révolutionnaires ou progressistes, les politiciens devront tout d'abord travailler très fort à bâtir des fondements solides sur lesquels les économistes pourront ériger un nouvel édifice. Les recommandations que fait Rav Saab aux politiciens concernant les actions à entreprendre pour améliorer le sort des agriculteurs sont très pertinentes, et c'est vers elles que nous voudrions attirer l'attention des dirigeants de notre pays. Dans cette brève note, nous ne pouvons pas aborder tous les aspects d'une question aussi complexe et aussi difficile. Nous nous sommes même demandé s'il ne valait pas mieux garder le silence à ce sujet. Ces moyens sont entre les mains du gouvernement, mais le conseil provincial peut également faire beaucoup de choses. Toutefois, les membres de ce conseil sont considérés comme des riches et n'échappent pas à la partisanerie. Même si nous leur indiquons les mesures qu'ils devraient mettre en place, nous avons des doutes sur leur volonté d'agir. Nous les invitons néanmoins à examiner attentivement les 5 mesures suivantes proposées par Rav Saab. 1. Le loyer devrait être réduit et fixé à un montant raisonnable. Il faudrait mettre en place une procédure de congé de loyer et de consolidation des terres. L'impôt foncier des amindars devrait être établi sur les montants réels perçus des tenanciers, et non sur une estimation. 2. Le taux payé pour les canaux d'irrigation devrait être réduit, afin de faire baisser le coût de l'irrigation pour tous les agriculteurs. Les riches ne devraient pas être les seuls à en profiter, comme c'est le cas aujourd'hui. 3. Il faudrait rendre les amindars plus conscients de leurs responsabilités et leur interdire d'exiger des loyers trop élevés de leurs tenanciers. 4. Il faudrait empêcher la dette des agriculteurs de continuer à grandir et fixer par une loi le taux d'intérêt. Les prêteurs devraient être obligés de tenir un registre et ils devraient être empêchés de prêter de l'argent aux agriculteurs dans le seul but de les réduire à l'esclavage. 5. Les fonctionnaires devraient cesser de percevoir des sommes indues des agriculteurs. Il faudrait réduire le salaire des hauts fonctionnaires et augmenter celui de ceux qui gagnent peu. On peut douter que la question soit abordée à la séance du Conseil, qui se tiendra à Nainital. Personne n'a le temps ni le loisir de s'intéresser aux agriculteurs. Nous voulons néanmoins souligner une chose. Si le gouvernement n'accepte pas les recommandations de Rav Saab, cela démontrera qu'il ne s'intéresse pas vraiment aux agriculteurs.
Les prêteurs et les agriculteurs. 3 projets de loi visant à diminuer l'intérêt que les agriculteurs doivent payer sur leurs dettes, et à les arracher des griffes des prêteurs viennent d'être présentés à l'Assemblée législative provinciale. Ces projets de loi ont soulevé beaucoup de critiques. Nous ne prétendons pas que les prêteurs n'ont pas de place dans la vie sociale de notre pays, et ne font rien de bien pour le peuple. Mais il est de la plus haute nécessité de diminuer un peu les opportunités que leur offre la loi, de commettre des atrocités envers les petits agriculteurs. Il faut établir une limite à l'intérêt qu'ils peuvent exiger, et fixer le taux de cet intérêt. En ce moment, les agriculteurs sont incapables de s'acquitter de leurs dettes, même après avoir versé en intérêt plusieurs fois le montant de leur emprunt. On peut trouver dans toutes les familles des exemples d'un prêteur qui a fait un prêt de 50 roupies à un agriculteur, et qui lui en réclame 200. Si celui-ci n'est pas capable de le rembourser, le prêteur obtient un décret de la cour pour que tous ses biens soient vendus à l'encan. Les taux d'intérêt sont bas partout. Pourquoi faut-il que les agriculteurs paient l'ancien taux ? Dans cette province, la pratique des lettres de change est très répandue. Le taux d'intérêt est supérieur à 30% par année. Il faut mettre un terme à ce pillage, même si les prêteurs doivent subir une diminution de leurs revenus. Ce n'est pas parce qu'on craint que les rats meurent de faim qu'il faut ouvrir les portes de l'entrepôt de grains. Les prêteurs n'auront pas d'autre choix. Ils devront se contenter d'un taux d'intérêt un peu plus bas. En ce moment, ils n'ont qu'à prêter un peu d'argent aux agriculteurs pour en faire des esclaves qui les serviront pendant des générations. L'endettement des agriculteurs. Le gouvernement indien est lui-même tellement endetté et a tellement besoin d'emprunter pour fonctionner, qu'il est naturel qu'il ait de la sympathie pour ceux qui ont des dettes. C'est pour cette raison que l'herbe d'Urva s'est mise à pousser sur la pierre, et que le gouvernement songe à adopter des lois libérales pour le bien des agriculteurs. Ce même gouvernement a toujours été très tiède à leur égard, et n'a toujours pensé qu'à collecter sa taxe foncière. C'est la province unie qui récoltera la gloire d'avoir adopté ces lois libérales, et il est fort possible que les autres provinces se mettent rapidement à imiter la nôtre. Pourquoi la situation des agriculteurs est-elle si misérable aujourd'hui ? C'est parce que depuis que les Anglais ont commencé à gouverner l'Inde, il y a 150 ans, ils ont toujours négligé les intérêts des agriculteurs et soutenu ceux des Amindars. Oublions ce qui se passe dans les autres provinces, car nulle part ailleurs la situation des agriculteurs n'est aussi préoccupante et aussi triste que dans la province unie. Dans aucune autre province, la vie des agriculteurs n'est aussi difficile, et le comportement des Amindars et des grands propriétaires aussi indécent. Les 150 années de l'administration anglaise ne sont qu'une longue histoire des difficultés des agriculteurs et de l'oppression de ces pauvres hommes par la police, les Amindars et les grands propriétaires, les prêteurs et tous les fonctionnaires. Chaque fois que le Conseil de la province unie a voulu aider ces malheureux, le Conseil des grands propriétaires de la province n'a jamais tenu compte de l'opinion publique. Dans notre province, on en est venu à croire que le gouvernement n'était là que pour les grands propriétaires et pour les Amindars. Le gouvernement de la province a encore renforcé cette perception en créant un conseil royal. Néanmoins, nous sommes toujours prêts à remercier et à féliciter le gouvernement lorsqu'il fait quelque chose pour le bien des citoyens. Nous souhaitons que le peuple apporte son aide au gouvernement lorsqu'il prend de telles initiatives. Si le conseil provincial veut faire des lois pour le bien des agriculteurs, les représentants du peuple doivent appuyer le gouvernement. Le 4 juillet dernier, lors de la séance du Conseil à Nainital, le gouvernement a présenté un projet de loi pour alléger le poids de la dette des agriculteurs. Ce projet de loi est louable à tout point de vue, et nous félicitons les membres du Conseil d'avoir eu la sagesse de féliciter le gouvernement pour cette initiative. Le gouvernement a déjà réduit la taxe foncière des agriculteurs, mais il aurait dû la réduire davantage. Il fait maintenant un autre effort pour améliorer le sort des agriculteurs. Le gouvernement avait déjà annoncé ce projet de loi le 13 mai dernier, et il a proposé le 4 juillet de former un comité de 20 membres pour discuter de ce projet de loi. Nous sommes d'accord avec plusieurs membres du Conseil pour dire qu'en dépit de la pertinence de ce projet de loi, le gouvernement ne doit pas aller trop vite. Nous sommes tellement surpris qu'un gouvernement si proche des grands propriétaires terriens appuie un tel projet de loi
et permettent qu'on en discute que nous sommes prêts à lui pardonner son inaction pendant un certain temps. Nous espérons qu'après avoir été discuté en comité, ce projet de loi sera finalement adopté et que le Conseil lui donnera force de loi. Il importe toutefois de fournir au lecteur quelques indications sur le contenu de ce projet de loi. Il s'agit en fait de 3 projets de loi. Le premier vise à libérer les agriculteurs de leurs dettes, le deuxième à réduire le taux d'intérêt qu'ils doivent payer sur leurs emprunts et le troisième à fixer une limite maximale au taux d'intérêt. Le premier ne touche que les agriculteurs qui ne paient pas plus que 200 roupies par année pour leur impôt foncier ou le loyer de leurs terres. Ceux qui paient de l'impôt sur le revenu ne seront pas considérés comme des agriculteurs, mais les travailleurs agricoles et ceux qui gagnent leur vie dans le commerce des vaches et des buffles auront le droit de bénéficier de la loi, qu'ils vivent à l'intérieur des frontières d'un bureau municipal, d'une zone désignée, d'un comité urbain ou dans un village. La baisse des prix des céréales a ruiné les agriculteurs et les a forcés à s'endetter. Comme ils ne savent pas lire, ils ne peuvent pas insister pour que les prêteurs leur fournissent un bilan écrit du montant de leurs dettes. Même s'ils en obtiennent un, ils ne le comprennent pas. Même après avoir payé 13 roupies pour un emprunt de 3 roupies, ils ne sont pas libérés de leurs dettes. Ils sont également ruinés par les recours aux tribunaux. Aussi, selon le premier projet de loi, un agriculteur pourra faire appel à la cour civile pour être libéré de son emprunt et fixer l'échéancier des versements qu'il devra faire pour le rembourser. Il aura le droit de fournir à la cour l'argent requis pour rembourser sa dette. Lorsque le prêteur aura obtenu un décret de la cour, il ne pourra pas saisir les céréales produites par l'agriculteur pendant plus de 4 ans. Les agriculteurs enregistrés à la cour auront le droit d'hypothéquer leurs terres et de faire des emprunts à long terme à une société coopérative. S'ils le veulent, ils pourront, à certaines conditions, rembourser leur hypothèque avant l'échéance. Les prêteurs seront forcés de garder un registre écrit de leurs prêts et d'en fournir une copie à l'emprunteur. Il sera puni s'il inscrit dans son registre un montant supérieur au montant de la dette. Le deuxième projet de loi vise à protéger les agriculteurs qui paient moins de 5 000 roupies par année pour leurs impôts fonciers ou le loyer de leurs terres. Il est particulièrement important de protéger ceux qui vivent de l'agriculture et de la location de leurs terres, car ils ont été ruinés par la crise économique. Ils ne sont pas capables de rembourser les emprunts qu'ils ont faits au moment où l'économie était forte. Entre 1917 et 1930, l'économie était forte, mais il y a eu un grand ralentissement après 1930. Il faut donc réduire les taux d'intérêt sur les emprunts faits pendant cette période. Le troisième projet de loi vise à éliminer les taux d'intérêt usuraires et à fixer une limite à ces taux. Les lecteurs peuvent donc constater que ces projets de loi accordent passablement d'attention à plusieurs mesures nécessaires pour protéger les agriculteurs endettés. Mais cela ne suffira pas pour permettre aux agriculteurs de sortir de la misère. Ils doivent faire face à plusieurs autres difficultés. Le patvari joue lui aussi un rôle important pour les pousser à s'endetter. Tant que les taxes foncières du gouvernement resteront ce qu'elles sont, les agriculteurs seront écrasés sous le poids de leurs dettes. Il est vrai que les prêteurs exploitent les agriculteurs, mais ils peuvent leur être utiles pour traverser les périodes de crise. Si on leur pose tous ces obstacles, ils cesseront de prêter aux agriculteurs. Ceux-ci seront toujours accablés par les taxes foncières et leurs autres dettes, mais ils ne trouveront pas d'argent pour continuer à fonctionner. Le résultat sera qu'ils seront très nombreux à être évincés de leurs terres. Le gouvernement doit donc réfléchir sérieusement à ce problème. Le comité formé par le Conseil doit imposer des restrictions non seulement aux prêteurs, mais aussi au gouvernement qui doit ajuster le montant de la taxe foncière aux fluctuations de l'économie. De plus, si le projet de loi est adopté, on peut craindre une augmentation des poursuites en cours. Les prêteurs voudront récupérer immédiatement le montant de leurs prêts, mais les travaux du comité prendront au moins 6 mois. Entre-temps, il faudrait que le gouvernement publie une ordonnance pour régler les affaires courantes. Une conférence sur la canne à sucre. Une conférence sur la culture de la canne à sucre se tient ces jours-ci à Simla. Le but de cette conférence est de fournir aux cultivateurs des moyens de se protéger des producteurs de sucre et de permettre aux agriculteurs, aux producteurs de sucre et aux consommateurs de profiter également de la taxe imposée sur le sucre produit à l'étranger.
Certains participants à cette conférence sont d'avis que le prix de la canne à sucre devrait être fixé par le gouvernement, mais d'autres répliquent que cela causerait du tort aux agriculteurs. D'autres participants proposent d'octroyer un territoire déterminé à chaque fabrique de sucre et d'interdire aux agriculteurs de vendre leur canne à sucre à l'extérieur de ce district, mais cette proposition a elle aussi soulevé de l'opposition. Si l'on continue de cette manière, la conférence se terminera sans qu'on ait rien changé à la situation des agriculteurs et sans que les problèmes auxquels ils font face aient été réglés. Cette conférence devrait s'assurer que les agriculteurs perçoivent les revenus qui leur reviennent pour la quantité de canne à sucre qu'ils produisent. Par exemple, si un agriculteur est capable de produire 800 kg de gourds sur un BI accent circonflexe GHA accent circonflexe de terre, ce qui vaut 100 roupies, il devrait percevoir cette somme s'il vend sa récolte debout. Mieux encore, il faudrait permettre aux fabricants de sucre de toucher la somme nécessaire pour payer le salaire de leurs ouvriers et faire un profit qui ne devrait jamais dépasser 10%. Le reste serait redistribué aux agriculteurs proportionnellement à la quantité de canne à sucre qu'ils ont produite. Tout cela se ferait sous la supervision du gouvernement. Tant que les beaux jours où toutes les entreprises seront nationalisées ne seront pas arrivés dans ce pays, le sort des agriculteurs et des travailleurs restera entre les mains des capitalistes et le gouvernement sera impuissant, même s'il fait semblant de vouloir contrôler les prix. Nous conseillons donc aux agriculteurs de s'organiser eux-mêmes et de tirer pleinement profit de la taxe sur le sucre en gardant le sucre dans leurs entrepôts. Mais les agriculteurs réussiront-ils à s'organiser ? On peut en douter lorsqu'on voit que les dirigeants du pays, en qui on aurait pu avoir confiance pour les aider, possèdent des actions dans les compagnies productrices de sucre ou sont eux-mêmes des directeurs de fabriques de sucre. Comme tous les capitalistes, ils tenteront naturellement de maximiser leurs profits. Nous n'ouvrons pas les yeux même si nous connaissons les conséquences désastreuses de l'industrialisation en Europe. Nous sommes résolus à détruire les petites entreprises pour en créer des grandes, et à transformer les petites entreprises indépendantes en engrenages d'une grosse machine. Le résultat de tout cela peut-il être autre chose qu'un accroissement du chômage ? Autrefois, les agriculteurs passaient chaque année 4 ou 5 mois à presser la canne à sucre et à fabriquer du gourd ou du sucre, mais maintenant ce travail leur échappe. Grâce à la machine, un seul homme peut faire le travail de 5 ans. Comment cela pourrait-il avoir un autre effet qu'une augmentation du chômage ? Les fabriques de sucre donneront du travail à 300 ou 400 travailleurs, mais 5 ou 10 000 agriculteurs seront ruinés. Voilà ce qui fait la grandeur de cette époque de la grande entreprise. L'homme n'a plus aucune valeur aujourd'hui. Notre époque est celle de la richesse et de la machine. Mais c'est aussi celle de la ruine des campagnes et de la destruction complète des entreprises familiales. L'Association des cultivateurs de canne à sucre. Nous avons été très heureux d'apprendre que les agriculteurs de Gorakhpur et de Basti ont formé une association pour se protéger des fabricants de sucre. Les pauvres agriculteurs chargent leur canne à sucre dans leur charrette et la transportent à la fabrique, mais avant de pouvoir la faire peser, ils doivent passer une semaine à flatter les employés. On ne leur fournit aucun abri où rester, et ils doivent supporter la chaleur et la pluie. Ils doivent endurer tout cela même s'ils subissent des pertes importantes. Pendant ce temps, la canne à sucre finit par sécher et perd de la valeur. C'est pour tenter de faire face à ces difficultés qu'ils ont créé cette association. On produit plus de canne à sucre à Gorakhpur et à Basti que partout ailleurs dans la province. Cette région est devenue un centre de la canne à sucre, comme Ahmedabad pour les vêtements. Nous espérons que le travail de cette association améliorera le sort de ces pauvres agriculteurs. Si elle réussissait à les convaincre de ne pas apporter leur canne à sucre à la fabrique, mais de forcer plutôt les fabricants de sucre à aller eux-mêmes la chercher avec leurs propres moyens de transport, elle pourrait les aider beaucoup. Ces fabricants ont encore plus besoin d'acheter la canne à sucre que les agriculteurs ont besoin de la vendre. Mais les agriculteurs sont pauvres et ne peuvent se passer de cet argent. Ils sont donc obligés d'apporter eux-mêmes leur canne à sucre à la fabrique. S'ils pouvaient patienter un peu, les fabricants seraient forcés d'aller eux-mêmes la chercher. La canne à sucre ne subirait aucun dommage si l'on attendait une dizaine de jours avant de la couper, mais la fabrique ne peut même pas s'arrêter pendant 1 heure. La nécessité de banques d'aide à l'agriculture.
L'agriculture est l'occupation qui emploie le plus de gens en Inde, mais tout le monde s'acharne sur les agriculteurs et personne ne cherche à les encourager. Ils doivent passer leur vie à mourir de faim, et à supplier les prêteurs chaque fois qu'ils ont besoin d'un peu d'argent. Mais maintenant, le public s'est mis à s'intéresser à eux et quelques projets de loi visant à améliorer leur sort ont été présentés à l'Assemblée législative. Toutefois, il ne suffit pas de diminuer le taux d'intérêt sur leurs emprunts pour atteindre ce but. Il est nécessaire de fournir aux agriculteurs un moyen d'emprunter de l'argent à faible taux. Pour cela, il faudra créer des banques d'aide aux agriculteurs. Munshi Gajadhar Prasad vient de publier une lettre très pertinente dans The Leader. Nous espérons que le gouvernement réfléchira à la suggestion qu'il fait dans cette lettre. Si l'on veut améliorer le sort des agriculteurs, le plus important est de les sortir des griffes des prêteurs et de leur donner la possibilité d'emprunter à faible taux. Et c'est en créant des banques qu'on pourra réussir à le faire. La réunion de l'Association des Amindars de Cailly. À l'assemblée annuelle de l'Association des Amindars, Shri U Pannalal, président de cette association et commissaire de Bénarès, a donné aux Amindars un conseil qui leur avait déjà été donné plusieurs fois par d'autres Amindars. Shri Pannalal leur a répété que l'avenir des Amindars dépend désormais de la collaboration et de la bonne volonté de leurs tenanciers. Si les Amindars veulent réellement le bien de leurs tenanciers, ils n'ont pas de souci à se faire. Mais s'ils considèrent leurs tenanciers comme des machines servant à leur fournir de l'argent et à leur payer du luxe, leur avenir est en danger. Pannalal leur a rappelé que le régime législatif qui s'en vient reposera complètement sur l'opinion publique. Dans ce nouveau régime, la participation du peuple à la vie politique grandira avec le progrès de l'éducation. Les Amindars ont donc tout avantage à avoir confiance au peuple. Nous espérons que nos maîtres de la terre sauront reconnaître les signes des temps, et qu'ils ne tenteront pas de se cacher derrière des demandes de faveurs particulières. Grands ou petits Amindars ? Lors d'une assemblée de Zamindars, le juge Stewart McPherson a exprimé l'opinion que les agriculteurs avaient moins de problèmes sous la juridiction de grands Amindars que sous celle de petits Amindars. C'est sans doute parce qu'il y avait beaucoup de Zamindars et de rois dans cette assemblée, que ce brave monsieur a exprimé cette opinion. Mais selon notre expérience, un grand Satan est toujours plus dangereux qu'un petit. Un petit Satan se satisfait de quelques chèvres, d'une couronne de fleurs et de quelques friandises, mais un grand Satan ne vous laisse pas tranquille tant que vous êtes vivant. Le petit Zamindar a peur d'être trop dur envers ses tenanciers. Il n'a pas suffisamment d'influence sur les policiers, les employés des tribunaux et les fonctionnaires pour pouvoir utiliser la loi et la changer à sa guise. Il n'a pas les moyens d'avoir à son service une armée d'hommes de main, munis de bâtons. De plus, il vit souvent dans le même village que ses tenanciers et il n'est pas dur avec eux sans raison, car il connaît leur situation. Il peut même avoir de la considération pour eux. Par contre, le grand Zamindar est l'empereur de son district. Il ne connaît pas personnellement ses tenanciers, qui ne sont pour lui que des instruments pour se payer du luxe. Les plaintes de ses tenanciers ne parviennent jamais jusqu'à ses oreilles. Pourquoi ces agents et ces hommes de main auraient-ils pitié des tenanciers ? Ils se fichent que ceux-ci soient prospères ou ruinés. Conférence de l'association de la canne à sucre à Basti. 2 enseignants du Vidyapita de Cailly ont fait preuve de beaucoup esprit d'initiative et d'une grande capacité de réflexion et comblé un grand besoin de la province unie. Tout comme les manufactures de jute au Bengale et celles de coton à Bombay, les fabriques de sucre de la province unie ont des problèmes importants, et ces problèmes sont devenus très compliqués à cause du grand nombre de fabriques. On a fait plusieurs propositions pour tenter de les résoudre, et suggéré de déplacer certaines fabriques. Les 2 enseignants mentionnés plus haut, Shrairam Kumar Chatri et Shyamcharan Chatri, se sont intéressés aux difficultés éprouvées par les agriculteurs et ont créé il y a 5 mois une association des cultivateurs de canne à sucre. Cette association a déjà tenu 3 assemblées, la première à Khalilabad sous la présidence de Shri Baba Randan Vandas, la deuxième sous celle de Shri Prakasha et la troisième sous celle de Pandit Krishnakant Malavia. Il y avait chaque fois une foule immense de participants d'enthousiastes. Shri Kripashankar et Ramshankar Mukhtar font un travail remarquable à Basti. Nous félicitons les organisateurs de ces conférences pour leur initiative
et pour la noblesse de leurs objectifs, et nous leur souhaitons autant de succès à l'avenir. Révision des lois d'aide aux agriculteurs. Les lecteurs savent sans doute que le gouvernement a présenté il y a plusieurs mois 3 projets de loi qui visent à permettre aux agriculteurs d'échapper aux griffes des prêteurs en réduisant le taux d'intérêt sur les prêts et en obligeant les prêteurs à garder un registre de leurs prêts et à fournir à chaque agriculteur une copie de la page indiquant le montant de son prêt. Ces projets de loi ont été renvoyés à un comité pour discussion. Le comité a fait son travail et fourni son rapport. Une version révisée des projets de loi sera maintenant présentée au Conseil. La triste situation des Amindards. La situation de nos pauvres Amindards ressemble à celle d'une concubine qui n'est plus dans sa prime jeunesse. Il fut un temps où son amoureux était prêt à sacrifier sa vie pour elle, ou pour une de ses coquetteries. Tout ce qu'elle disait le faisait rire, et son cœur s'arrêtait lorsqu'elle lui jetait un regard amoureux. Mais ses journées et ses nuits de bonheur sont devenues des rêves, maintenant que sa jeunesse est passée. La pauvre femme peut utiliser toutes sortes de cosmétiques, passer ses journées et ses nuits à se maquiller et tenter d'utiliser tous les artifices de la séduction. Celui qui tournait autour d'elle comme un bourdon cherche maintenant à la fuir, car elle ne lui offre plus le pollen et le nectar qui l'attiraient autrefois. Elle n'est plus qu'une fleur desséchée qui n'a aucun intérêt pour lui, et qui n'a plus qu'à pleurer sur son sort. Elle pourra se jeter aux pieds de son amant, s'humilier devant lui, avoir recours à la magie noire, il ne se passera rien. Comme Krishna l'a fait pour les gopis, son amant lui conseillera le détachement. La pauvre femme pourra lui rappeler les jours anciens, lui raconter tout ce qu'elle a fait pour lui prouver sa fidélité, son attachement et son amour. Cet ingrat se contentera de lui répéter qu'elle doit se détacher de tout. Emportée par la colère et la peine, cette femme qui aimait le luxe pourra se mettre en colère et le couvrir de coups, mais cet homme a la tête dure et il a un cœur de pierre. Il ne se laissera pas attendrir. Si le lien qui les liait avait été celui du dharma ou de l'amour, il serait devenu de plus en plus solide avec le temps comme les nœuds d'un vieil arbre. Ses racines auraient pu traverser la couche pierreuse de la beauté et de la jeunesse pour s'enfoncer dans le sol, et sa sève lui aurait permis d'avoir tous les jours de nouvelles feuilles et de refleurir. Mais ce lien n'était que le jeu de la beauté et de la jeunesse. Pendant combien de jours l'herbe d'Urva peut-elle pousser sur la pierre ? Nos Amindards ressemblent à cette pauvre femme. Ils caressent le rêve impossible d'arrêter le temps et de faire revenir les beaux jours du passé. Chaque fois qu'ils en ont la chance, ils forment une association ou une société, se couvrent la tête d'un grand turban et le corps d'un long hakan, attachent une ceinture à leur taille et un collier à leur cou, se présentent au pavillon du gouverneur pour lui exprimer leur fidélité et leur soumission et font tout ce qu'ils peuvent pour lui démontrer leur loyauté et leur dévotion. Mais ils reçoivent la même réponse sèche que la courtisane. Pratiquez le yoga, apprenez à vous tenir debout et gagnez vous-même votre place dans la société en étant plus sympathique. Mais ces messieurs sont aussi lisses qu'un pot et rien ne les affecte. Comme la courtisane qui a perdu sa jeunesse, ils s'imaginent que le gouvernement continuera à leur donner des tapes dans le dos, à les féliciter et à leur dire « Vous êtes ma main droite et vous pourrez toujours compter sur mon aide pour tenir à flot votre barque qui menace de sombrer. » Ces modèles d'intelligence ne se sont pas encore rendus compte que dans le monde politique, les ennemis d'hier sont les amis d'aujourd'hui, et que l'ami d'hier est rejeté comme une mouche sur la soupe. Le gouvernement donnait des tapes dans le dos des Amindards lorsqu'ils croyaient encore qu'ils étaient les chefs naturels du peuple, qu'ils avaient de l'ascendant sur lui, qu'ils pouvaient mettre le feu aux champs des agriculteurs si ceux-ci les mécontentaient. Mais le gouvernement a commencé à les mettre en garde lorsqu'il s'est aperçu que ces messieurs avaient perdu toute leur valeur en s'adonnant au luxe et au plaisir, qu'ils croulaient sous les dettes, commettaient toutes sortes d'injustices, tyrannisaient le peuple, cherchaient toujours à flatter les puissants et ne constituaient plus un instrument pour renforcer son emprise, mais un obstacle de plus dans son action. Les choses ne pourront plus continuer à fonctionner ainsi. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.